Je vous remercie pour avoir répondu présent, pour participer avec nous dans ce nouvelle discussion autour du nouveau code d'investissement. Alors, le nouveau code d'investissement, si on parle de nouveau code d'investissement, c'est que on est encore en train de travailler avec l'ancien code qui est entré en vigueur depuis 1993 et qui, vous le constatez bien, est devenu assez vétuste. C'est vétuste parce que, tout d'abord, il n'a pas pris en compte tous les changements géopolitiques, économiques durant les 20 dernières années. Et surtout, c'est qu'il a démontré une limite à pallier contre toutes ces critiques et les attentes de l'économie tunisienne. Alors, donc c'est à juste titre qu'après la Révolution, on a pensé à mettre en place un nouveau code d'investissement. Alors, juste pour une introduction, quel était ce code d'investissement de 93? Or, tout d'abord, certains ont critiqué le fait qu'il soit assez rigide, qu'il soit aussi peu transparent. L'ancienne législation a été caractérisée par une complexité de la réglementation qui a régi. À ce titre, il faut rappeler qu'il y a eu 29 amendements depuis son entrée en vigueur. Alors d'un autre côté, ce code a rapidement montré les limites, plus spécifiquement par rapport au développement régional, puisqu'il a créé un grand fossé entre le littoral et les régions de l'intérieur du pays. Alors pour l'ensemble de ces raisons, il était devenu évident qu'il fallait absolument une nouvelle législation. Alors, pour résumer les faiblesses de ce code, on a de nombreuses critiques, notamment le fait que ce code a contribué à créer une sorte de pouvoir discrétionnaire de l'administration et qui a rendu le climat des affaires assez malsain. Donc, le nouveau code d'investissement était là pour répondre à toutes ces attentes. Alors, quelles sont maintenant les principales mesures du projet du nouveau code d'investissement? Et c'est là où je passe la parole à Siach. Donc là, le code d'incitation aux investissements, il s'est révélé d'abord bénéfique pour les secteurs exportateurs. 45% des entreprises et 75% des emplois dans l'industrie, juridiquement instable. Pardon? Et oui, on oublie toujours l'essentiel lorsqu'on est dans le feu de l'action. Donc il est bénéfique pour les secteurs exportateurs, 45% des entreprises et 75% des emplois dans l'industrie. Juridiquement instable, 67 articles modifiés 29 fois et 33 décrets d'application. Financièrement coûteux, 500 millions de dinars par an entre 1994 et 2007, dont plus de 80% sont répartis sur des exonérations en matière d'impôts sur les sociétés, plus de 40%, exonération des droits et taxes à l'exportation, à l'importation, plus de 30%, et des primes d'investissement, plus de 10%. Donc régionalement inégalitaire parce qu'il y a eu un maintien des fractures régionales entre le Grand Tunis et les zones côtières avec le reste des zones intérieures. Donc moins industrialisé, moins d'activités d'entraînement, etc. Et puis qualitativement décevant parce qu'il y a eu un échec dans la montée en gamme des activités économiques. Et donc, bien entendu, le constat est que c'est un code à simplifier, les textes sont à clarifier, et la gouvernance de ce code, vu l'immixtion de l'administration à tous les niveaux, était nécessaire. Donc, rendre plus attractive la destination Tunisie pour les investisseurs était l'objectif à atteindre. Et puis, une réussite mitigée, finalement, du code d'incitation aux investissements, avec en plus l'avènement de nouvelles priorités nationales à déterminer post-révolution. Et donc,
Tout cela a conduit à penser, à devoir accroître la valeur ajoutée économique pour la Tunisie, d'où la nécessité, bien entendu, d'avoir un nouveau code d'investissement. Donc les raisons d'être du nouveau code d'investissement, c'est surtout d'abord le travail qui a été réalisé par la commission exécutive en charge de l'élaboration de ce code d'investissement, que j'ai eu la chance de rencontrer au ministère de la Coopération internationale, qui ont fait un excellent travail méthodologique. Je le dis et je le souligne. Je peux avoir un avis personnel sur certains aspects qui peut être le mien, mais ils ont fait un excellent travail et j'ai eu des gens et des profils extraordinaires en face. Donc, d'abord, la première étape était dans la détermination des priorités de la nouvelle politique d'investissement du pays. Montée en valeur ajoutée, développement régional et inclusif, développement du capital humain, et puis promotion des exportations et internationalisation des entreprises. Une fois on a déterminé les priorités de la nouvelle politique d'investissement, on est passé sur ce qu'on appelle les principes directeurs de la nouvelle politique d'investissement, c'est-à-dire l'égalité de traitement entre nationaux et étrangers, liberté d'investir et simplification des procédures. Je pense que Maître Mahabouli vous parlera après sur l'importance du dispositif nouveau de protection des investisseurs dans le nouveau code des investissements. Après, dans le cadre du benchmark, puisqu'on a essayé de référencer la Tunisie et du nouveau code d'investissement par rapport à ce qui se fait ailleurs, et notamment à des pays qui sont concurrents ou dont la configuration économique était proche de celle de la Tunisie, c'est de les benchmarker par rapport à 4 grands critères. Accessibilité du marché, garantie de l'investissement, financement de l'investissement et cadre institutionnel et procédures. Je voudrais juste ici souligner le fait que dans les priorités, il y a quand même des priorités sectorielles. Et il y a 3 secteurs prioritaires qui ont été ciblés par le nouveau code d'investissement, à savoir les industries mécaniques, électriques et électroniques, le tourisme et l'offshore. Pour l'offshoring, pour vous donner un ordre de grandeur des ambitions autour du nouveau code d'investissement, d'abord en termes de thématiques, business process outsourcing, information technology outsourcing, research and development, knowledge development. Donc ça, c'est un peu le cœur du dispositif de l'offshoring que l'on cherche à développer en priorité, et avec des indicateurs cibles. D'abord multiplier les emplois par 6 pour atteindre 150 000 à l'horizon 2020, passer de 0,4% de la contribution de l'offshoring dans le PIB à 5% en 2020, et puis multiplier la contribution aux exportations de 1% à 15% à l'horizon de 2020. Bien entendu, tout cela est particulièrement ambitieux. Alors, on se demande maintenant quels sont les principaux apports du nouveau projet du code d'investissement, parce que je parle encore d'un projet, c'est pas encore voté, on attend encore l'entrée en vigueur dans les quelques mois à venir. Alors, quels sont les principaux apports du projet? Tout d'abord, par rapport à cette méthodologie de travail qui, je tiens à le souligner, elle a tenu compte de plusieurs objectifs. Alors, premier objectif, c'est qu'il fallait avoir plus de clarté. Il fallait, au lieu de plusieurs amendements, comme on l'avait vu avant, un seul texte applicable à toutes les entreprises. En deuxième lieu, il fallait songer à plus de transparence, de telle sorte à ce que les règles qui attribuaient les avantages aux entreprises qui étaient présentes devaient être les mêmes. Alors, en troisième lieu, il fallait assurer un accompagnement des promoteurs qui étaient en place. Et là, j'ouvre la parenthèse par rapport à la lenteur administrative et la bureaucratie qui était remarquée en Tunisie et qui faisait fuir les investisseurs ailleurs, dans les pays voisins, et c'est là où on a beaucoup de travail à faire. Il faut vraiment disons, pas une immédiateté, mais une rapidité pour que l'entreprise qui veut s'installer en Tunisie aujourd'hui, elle peut obtenir les différentes autorisations en un temps record, comme c'est le cas, par exemple, au Maroc, que je n'ai pas voulu nommer, mais vous avez bien compris. Alors, en troisième lieu, il fallait que ce code réponde à un besoin d'efficacité pour un octroi automatique des aides financières à toutes les entreprises.
c'est une des conditions de réussite de ce nouveau code pour justement se démarquer de l'ancienne législation. Alors, en quatrième lieu, il fallait, et c'est là où j'ouvre la parenthèse par rapport aux idéaux, aux appels de la révolution tunisienne, il fallait une meilleure répartition des richesses entre toutes les régions du pays, entre surtout les littorales et les zones de l'intérieur. Alors, en cinquième lieu, il fallait songer à sixième lieu plutôt, il fallait également songer à remplir tous les critères du développement durable. Je parle là de l'encouragement des entreprises propres. Et nous, en tant que Connect, on a parmi nos points forts, c'est l'encouragement des entreprises citoyennes, des entreprises propres. Alors, notre but, c'est, toujours dans le même esprit de la simplification, de la procédure et de l'allègement de la bureaucratie, il fallait avoir comme mot d'ordre que tout projet d'investissement devait être autorisé, sauf exception. Notamment, exception en matière de... quand il y a une interdiction légale ou quand ça touche l'ordre public. Un autre but, il fallait songer à un renforcement de la croissance inclusive. Et ce, à travers l'adoption de dispositions au profit des entreprises qui assurent une montée en gamme. Avant-dernier but, c'est que le nouveau code d'investissement devait impérativement remplir l'un des premiers slogans de la révolution tunisienne qui appelait à une meilleure équité territoriale. Et à ce titre, il fallait, donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, il fallait soutenir les zones de développement régional pouvant cumuler les avantages fiscaux et financiers sans limitation. Et à ce titre, par rapport à cela, je note que ce cumul d'avantages financiers et fiscaux devait être dans la continuité de l'ancien code. Je m'explique. Il fallait garantir tous les acquis positifs de l'ancien code. Il ne fallait pas rejeter tout en bloc, mais les aspects positifs de l'ancien code, il fallait les consolider et les garantir aux entreprises en présence. Et enfin, le nouveau code d'investissement devait assurer un champ d'application élargi et défini en termes de filières, donc santé, agriculture, nouvelles technologies. Voilà donc pour ce qui est des idéaux que devait remplir ce nouveau code d'investissement. C'est toujours... Alors, par rapport à cela... Alors, les garanties, donc la non-discrimination entre investisseurs tunisiens et investisseurs étrangers, et peut-être c'est là un point qui n'est pas vraiment protecteur des investisseurs tunisiens, les investisseurs locaux. Je parle en juriste parce que, en remarquant, en faisant une lecture de ce code, je me suis intéressé à ce que les Tunisiens investisseurs qui veulent s'installer à l'étranger, est-ce qu'ils avaient cette réciprocité en allant s'installer dans les pays, dans des pays tiers? Eh bien, non. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'a pas, qu'on a cherché à protéger de façon vraiment quasi obsessionnelle l'investisseur étranger, parfois sur le dos de l'investisseur local. Garantie des transferts des bénéfices et des produits, ça c'est aussi un avantage ou un point positif de ce nouveau code. Et puis la garantie du traitement juste et équitable. Achraf, à toi. Donc maintenant, je voudrais vous parler de la pertinence économique du projet de nouveau code d'investissement. Donc d'abord, le nouveau code d'investissement, il est excellent pour casser les rentes en enlevant les barrières à l'investissement en dehors de ce qui existait dans le code d'incitation aux investissements. Il est aussi une démarche active qui permettra de lancer les chantiers de réformes administratives importantes, notamment en termes de simplification des procédures. Mais toujours est-il qu'il y a quelques questionnements ou des points d'attention qu'on pourrait peut-être relever.
Donc les priorités de la nouvelle politique d'investissement de la Tunisie posent une question de positionnement. D'abord, la question de la montée en valeur ajoutée. Je voudrais par exemple citer des exemples concrets. Sur le tourisme, un des objectifs qui ont été affichés dans les études menées dans le cadre de l'établissement du nouveau code d'investissement, c'est la création de 21 000 lits supplémentaires, par exemple, dans le tourisme. Les questions qu'on a à poser, est-ce que ça a un sens de maintenir le cap d'un tourisme de masse? Quid du coût écologique? Quid de la valeur ajoutée par touriste? Quid de la montée dans la chaîne de valeur de distribution, c'est-à-dire la création, la prise de contrôle de tour opérateurs? Sur l'offshoring aussi, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent nous interpeller, notamment sur la croissance renforcée sur les métiers à haut contenu de savoir. Est-ce qu'on peut maintenir le cap d'une dépendance à la sphère IT francophone, que personne ne se sente visé, bien entendu? Quid du lien besoin du marché et contenu des programmes de formation? Quid du lien investissement universitaire public en R&D et investissement privé? Quid de la politique d'incitation et de valorisation économique des brevets? Quid de l'infrastructure en data center? Il y a un certain nombre de questions auxquelles les études n'ont pas véritablement répondu et je pense qu'il y a une réponse qualitative en termes de positionnement à répondre que les études ont peut-être omis ou n'ont pas réussi dans le laps de temps qu'il aurait alloué à y répondre. Un second élément sur la pertinence économique, d'abord projeter l'économie tunisienne dans le temps en termes d'objectifs quantitatifs, le décliner en termes de ressources disponibles et de capacité de réalisation. C'est-à-dire que là où le nouveau code d'investissement, dans les études qui ont été menées, n'a pas tenu compte d'une démarche en quelque sorte rétrospective, prospective et rétrospective, dans le sens où, en se projetant sur 30 ans, il dit voilà, le taux de croissance sur 30 ans, il serait de temps. Alors, tout en tenant compte de la cyclicité de l'activité économique, de chocs exogènes et endogènes et d'autres facteurs de ralentissement, quel est le taux de chômage cible à 10, 20, 30 ans, tenir compte de l'évolution démographique, de la répartition des diplômés sur les régions et par discipline, ajuster les investissements publics en R&D et la politique de l'enseignement technique et supérieur sur l'ensemble de la période, quel est le coût projeté et actualisé des incitations aux investissements à verser par l'État sur 10, 20, 30 ans, mettre en place des indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs des efforts consentis, I-dinar versé, créer J emploi direct, créant K valeur ajoutée. Donc, si tu permets, je vais conclure, Chaouki. Le nouveau code d'incitation aux investissements rend la destination Tunisie certainement plus compétitive, notamment par rapport à des destinations concurrentes. Pour ne pas le citer, puisqu'il est toujours présent, le Maroc. Par exemple, je vais vous citer un exemple très simple. Au Maroc, lorsque vous êtes investisseur étranger, sur les 5 premières années, vous avez 0% de taux d'impôt. Cependant, vous savez très bien que sur les 5 premières années, on ne dégage pas les meilleurs profits. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure les investisseurs en profitent vraiment. Après, dans les années qui suivent, vous bénéficiez de la moitié du taux de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire 15%, la moitié de 30%. Et ça, indéfiniment. Sauf si vous êtes dans une zone franche où on vous appliquerait 7,5%. En Tunisie, à partir de la loi de finances 2014, on applique un taux de 10% de manière uniforme sur l'ensemble de la période. Et si vous faites le calcul de la valeur actuelle nette de vos cash flows, sur la durée, l'investisseur qui s'installe durablement en Tunisie est certainement gagnant d'un point de vue financier. Donc, dernier slide, et on en aura terminé. Donc, le projet de nouveau code d'investissement est un texte important. Il corrige plusieurs dysfonctionnements du code d'incitation aux investissements. Il assure une protection importante des intérêts des investisseurs. Les études réalisées et les consultations larges qui ont été menées par l'équipe de projet ont permis de clarifier des points essentiels. Et le projet de nouveau code d'investissement a malheureusement été rédigé dans une période d'instabilité politique et économique avec la pression des bailleurs de fonds, notamment le FMI, qui l'a inscrit dans les conditionnalités de financement. Aussi le risque que ce code, qui n'est aujourd'hui qu'au stade de projet, qui n'a pas encore été complètement voté et promulgué, le risque d'être retoqué par de nouvelles autorités élues, et puis un agenda peut-être aujourd'hui non suffisamment clarifié puisqu'on n'a pas de date de promulgation.
Sur ce, je vous... J'aimerais bien faire un dernier point, c'est par rapport à la modernisation, des institutions. Et ça, c'est un point essentiel qui n'a pas été vu par le nouveau code d'investissement. En fait, la modernisation, enfin, je parle de la modernisation globale parce que si on est, on le remarque, c'est que les appareils de l'État, l'administration publique n'a pas encore compris qu'il faut qu'il y ait une célérité dans le monde des affaires et que la réponse doit être immédiate. Et ça, on n'a malheureusement pas suffisamment incité dessus, à moins que la présence aura un autre avis. Voilà. Et on est là pour débattre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, Merci beaucoup. J'aimerais apporter un petit témoignage. Merci beaucoup pour votre présentation. Là encore, il manque la couche politique. Juste un petit témoignage. Pourquoi Heureusement que ce n'est pas notre boulot, Hichem, s'il te plaît. Justement, avec Alain, comme étant membre du comité exécutif du nouveau code d'investissement, c'est-à-dire l'équipe qui a travaillé depuis 1 ou 2 ans sur le sujet, j'aimerais juste rajouter un élément pour... non, c'est bon. Étant un des rédacteurs du code, moi je trouve qu'il ne va pas assez loin. Et c'est pour ça que je suis contre, moi, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le deal avant la révolution dans la politique économique tunisienne, avec le système offshore-onshore, si je suis très long, vous m'arrêtez, hein, parce que c'est un sujet qui passionne ici. Voilà. C'était, vous venez, on vous donne des incitations financières et fiscales, vous payez rien, vous créez de l'emploi et vous faites de l'import-export, et c'est très bien, on est copains. C'était ça un peu le deal. Donc l'État donne des incitations financières et fiscales, c'est-à-dire, et qui coûtent à l'État à peu près 2 milliards de dinars par an, c'est-à-dire un peu moins de 2% de ce qui est créé. Et en contrepartie, donc, ce qui implique directement que dans les revenus fiscaux de l'État, qui sont à peu près 60% du budget, c'est fiscal, l'impôt sur les sociétés en Tunisie est de moins de 5% des recettes fiscales. C'est-à-dire toute la Tunisie qui travaille aujourd'hui, la grande majorité de la Tunisie qui travaille, qui emploie, qui génère du profit, elle est offshore. C'est pour ça que vous avez 50% de la fiscalité qui vient des poches des contribuables salariés, plus la TVA. Et après, l'impôt sur les sociétés, vous avez une petite tranche de moins de 5%. Ça veut dire en fait qu'on a créé un système où les seuls qui travaillent, qui créent du profit, sont offshore. Et ceux qui sont onshore, à part les banques, les télécoms, les hydrocarbures, ils souffrent pour sortir un dinar. Donc ça, cette dichotomie, il faut qu'elle s'arrête. Ce qui a impliqué un blocage politique, encore rapidement dans les discussions sur le code, c'est quid de la fiscalité. Donc, parce que le code, c'est le ministère de l'Investissement et de la Coopération, et la fiscalité, c'est le ministère de l'Investissement. Donc c'est pour ça qu'on a vu le Premier ministre plein de fois et tout ça. Il n'y a pas eu de décision politique, sauf de dire, bon, on commence la réforme fiscale. Et d'ailleurs, le projet de réforme fiscale a commencé à cause des implications du code d'investissement. Parce qu'on dit, on ne peut pas continuer à donner des incitations fiscales, c'est-à-dire des gens ne payent rien alors que l'impôt sur les sociétés est à 30%, 35%. D'un côté, des gens ne payent rien, alors que le taux effectif réel d'imposition en Tunisie, il est 10%. C'est-à-dire si vous faites le volume de ce qui est collecté par l'État divisé par le nombre de sociétés qui génèrent de l'activité, vous trouvez 10%. Donc on a dit qu'il faut une réforme fiscale parce qu'on ne peut pas faire de code d'investissement en gardant cette dichotomie. Donc c'est pour ça, je dis en fait, et par ailleurs, on a créé la haute autorité d'investissement qui est dans la 4e partie. Donc, comme vous avez dit pertinemment, il y a l'accès au marché, les garanties, les institutions et les avantages fiscaux. Et là aussi, donc, je demande au prochain gouvernement, j'espère que on lui dira, mais je le dis, c'est de revoir cette idéologie. Je me rappelle même, on a fait des retraites avec le ministre Riyad Bettayeb dans un hôtel. À 3 heures du matin, on était encore en train de débattre d'idéologie politique
pour dire c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, il faut casser ces systèmes d'avantages fiscaux et financiers. Il n'y a pas de justice sociale aujourd'hui en Tunisie en termes d'entrepreneuriat. Il faut qu'on passe à la suite. Donc, juste pour apporter un petit éclairage politique de ce qu'il y a, et moi, je recommanderais que ce texte soit écrit avec une nouvelle idéologie politique. Merci Hichem. Encore une question, 2 questions maximum, et après on passe à la suite. Oui, bonjour, Christian Jean, je suis directeur de l'innovation d'Oxia et chercheur au LES-CNRS sur notamment l'emploi et les territoires. Moi, je voulais faire quelques remarques et apporter quelques éclairages sur ce que vous venez de dire. Première remarque, je ne me mêle pas de politique, mais je peux vous dire qu'en tant que Français, s'il y avait moins d'impôts, on aurait plus d'entreprises et sans doute plus d'emplois. Donc je reste uniquement sur le territoire français. Deuxièmement, on voit bien dans le discours depuis ce matin qu'il y a un fantôme qui rôde dans la salle et qui a été cité, qui s'appelle le Maroc. Il y a donc bel et bien une politique à avoir de benchmarking et de compétitivité par rapport au Maroc. Et le code actuel rattrape l'écart de compétitivité, mais ne le dépasse pas. On est toujours suiveur. Il se trouve que j'ai travaillé pour le gouvernement marocain et que vous étiez la terreur des Marocains. Et vous l'êtes toujours. Mais ils ont moins peur. Par contre, je n'ai pas l'impression que vous ayez perdu ce dynamisme. Donc, il faut le remettre en avant et reprendre l'avantage compétitif. Et Christian, on a envie de se battre. Alors, je fais 2 remarques là-dessus. Premièrement, il y a aujourd'hui sur l'offshoring 200 000 emplois au Maroc. Il y en a à peu près 60 000 qui ont été créés pendant les 3 ans de la Révolution avec le pacte émergence. Le pacte émergence introduit 2 éléments qui ne sont pas dans votre dispositif et qui, à mon avis, manquent. Le premier, c'est un dispositif de gouvernance intra-étatique et intra-ministérielle, c'est-à-dire qu'il y a un cadre sur lequel tous les ministres, toutes les administrations ont signé. Et quand je crée une zone offshore, tout est décliné et tout le monde rentre dans le cadre, on fait des lois et on sort des décrets pour répondre au plan d'action. Donc il y a un plan de mise en application. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas, un mode de gouvernance. Le deuxième élément, c'est que pour les projets, pour aller vite, il y a une politique de benchmarking. Le roi, alors c'est vrai qu'il y a un chef et qu'on lui fait moins de reproches, mais il y a un chef, et ce chef-là, il agit par Daïr, et il crée des agences intégrées qui ont tous les pouvoirs sur le terrain. Et un élément qui a été relevé, c'est que la formation est un élément stratégique. Le Maroc est planté, et je dis bien planté, parce que le pacte émergence n'a pas répondu à la création des 80 000 emplois de techniciens, parce qu'ils n'ont personne pour les former. Et aujourd'hui, 65% des projets d'investissement au Maroc s'arrêtent parce qu'il n'y a pas les techniciens. Donc vous avez une compétence, vous avez une capacité de formation qui est supérieure. Mobilisez-vous là où ils ne savent pas faire les choses. Les investisseurs aujourd'hui, ils n'ont pas de temps à perdre. Et je crois que vous avez un véritable potentiel et qu'une gouvernance et un mode d'organisation plus axé sur de la tactique et moins sur de l'institutionnel permettrait de gagner en efficacité. Et pour moi, ce qui est la priorité, donner de l'emploi aux jeunes. Et bravo pour votre réussite. Merci beaucoup. Une dernière question. Adel. Il faut mieux allumer le micro, sinon on ne peut pas enregistrer la question. Excusez-moi. Donc juste au sujet de la fiscalité des entreprises exportatrices, effectivement, donc il y a une inégalité entre les entreprises onshore et les offshore, et il y a la réforme fiscale, donc il y a un chantier de réforme fiscale qui a été lancé, et dans une précision, donc dans la loi des finances 2014, il y a une taxation qui a été introduite donc de 10% pour ces sociétés-là, qui a été très très critiquée malheureusement par beaucoup d'acteurs, surtout je pense des Tunisiens qui avaient envie de continuer de bénéficier d'un paradis fiscal local. Et je suis vraiment heureux d'entendre des gens la défendre aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Je vais faire un aveu. Je ne l'ai pas défendu au début. Moi, personnellement, je ne l'ai pas défendu. D'accord ? Mais vu sous l'angle de la comparaison avec un pays important avec lequel nous sommes en concurrence, c'est vrai que ce benchmarking nous permet de dire, bon, finalement, ce n'est pas si grave que ça. Mais est-ce que les éléments qualitatifs que nous offrons sur le terrain contrebalancent le surcoût supplémentaire? Ça, c'est une question qui reste en suspens aujourd'hui. Donc,
mea culpa Mais public. il n'y a pas de surcoût. parce que- Après avoir critiqué publiquement le fait qu'il y ait 10% sur le secteur offshore, il faut aussi remarquer, ou je tiens à remarquer que le fait de faire baisser les impôts sur les sociétés locales de donc 30 à 25% n'a pas forcément réduit la fiscalité, puisque l'Association des jeunes experts comptables de Tunisie a fait le calcul. Avec la fiscalisation supplémentaire des dividendes, en fait, la fiscalité est passée au-delà de ce qu'elle était avant la loi de finances 2014 pour les acteurs tuniso-tunisiens. Donc, restant objectif, je veux dire, nous cherchons les meilleures solutions pour notre pays, nous ne cherchons à servir personne, et lorsque nous nous trompons, nous devons le dire. Bon, merci Dr Mahbouli et Dr Ayedi Merci. pour vos interventions, pour cet éclairage sur le cadre d'investissement en Tunisie et sa compétitivité par rapport à des destinations comparables. Je crois que nous avons probablement du retard à rattraper sur le Maroc, sur le code des investissements, sur la fiscalité, mais surtout sur la rage de vaincre et de gagner. Et je pense que le véritable carburant que la Tunisie, je dirais, peut exploiter aujourd'hui, c'est la productivité de ces jeunes et l'intelligence. Donc on compte surtout là-dessus en fait. Même si on doit payer plus d'impôts, il faudra quand même produire. Le véritable challenge d'aujourd'hui, c'est de remettre la valeur travail là où elle devrait être. Alors, pour la troisième partie de notre matinée, nous avons des échanges autour d'une opportunité de développement mutuel de l'offshoring et de l'outsourcing qui pourrait se transformer, je vous donne tout de suite la vision à terme, hein, même si effectivement on part de 0 ou de epsilon, qui pourrait se transformer à terme en une base de colocalisation pour les secteurs bancaires français et tunisiens à destination des marchés d'Afrique et du Moyen-Orient. Alors, je ne vais pas expliquer ce que c'est la colocalisation, mais Nicole Brix, si elle était là, elle l'aurait fait. Pour aborder ce thème, nous faisons appel à M. Walid Belrif, un éminent professionnel du conseil et de la technologie et de l'externalisation au sein d'Accenture. Je lui laisse la parole de suite parce qu'on est visiblement pressé. Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Donc, on va essayer de faire vite vu que l'agenda, on est un tout petit peu en retard. Donc, on va d'abord présenter les différents intervenants. Donc, je vais inviter d'abord Monsieur le ministre à nous rejoindre. Donc, il va intervenir. Ensuite, je vais aussi inviter Monsieur Badreddine Oueli aussi à nous rejoindre. Je vais juste... Et Monsieur Pascal Cochard. Donc, et notre intervenant que vous connaissez, donc Kérim Hajazi aussi, qui va nous rejoindre. Donc, on va rapidement donc faire peut-être une petite présentation avec Kérim sur donner un peu un exemple de la Société Générale et donner quelques... On va essayer d'aller vite pour lancer la table ronde. Donc, je voulais commencer par 2 slides qui me semblaient intéressants. Pour revenir, en fait, c'était une analyse que j'ai retrouvée chez Gartner qui donnait un tout petit peu les 30... Voilà. Si on descend encore un tout petit peu... Voilà, donc c'est une analyse chez Gartner qui donnait les 30 pays les plus attractifs en termes d'offshoring. Donc forcément, on retrouve les plus grands pays qui sont connus, l'Inde, la Malaisie, forcément, l'Amérique qui commence à se développer un tout petit peu avec le Brésil, le Chili, l'Argentine. Et donc la Tunisie n'est pas présente dans cette liste des 30, donc j'ai cherché un peu pour voir où est-ce qu'on se situerait. Et a priori, il y aurait... dans la liste de 52 pays potentiels, et on serait dans ces pays à potentiel qui pourraient rentrer, qui pourraient être intéressants dans l'offshore. On voit que le Maroc est très présent, donc il est parmi les 30 ici. J'ai vérifié, ils sont même parmi les 20 pays les plus attractifs en termes d'offshoring. Donc c'était juste pour donner un tout petit peu de contexte, pour dire à peu près où est-ce qu'on se situerait, où est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qui pourrait être fait à ce niveau-là. Donc si on passe au slide suivant. J'ai essayé de récupérer les critères du coup qui sont utilisés pour évaluer ces pays-là, pour dire quels sont les points qui feraient qu'on est plus ou moins attractif et qui feraient que la note
pourrait donner cette note-là. On ne va pas rentrer dans le détail par rapport à tous les critères qui sont là, mais donc, je pense qu'il y a quelques points qui sont faciles par rapport au Maroc, et je voulais juste prendre deux exemples. Donc, tout ce qui est système d'éducation, où je pense qu'on a un atout assez important en Tunisie à jouer sur cette partie-là, qui me semble où on est déjà en avance, et donc du coup, par rapport à la langue. Donc la langue n'est pas utilisée uniquement par rapport à l'anglais, mais est utilisée, considérée par rapport à la cible. Donc notre cible, si c'est la France par exemple, on aura un avantage assez important. Par contre, il y a des points, je pense, qu'on peut améliorer, donc notamment au niveau du support du gouvernement qui met une politique en place pour accompagner une communication, pour promouvoir tout ce qui est offshoring. Je pense que c'est quelque chose à développer. Et si on part sur le slide d'après Kevin, non, c'était avant, on en avait deux. Donc, voilà, celui-là. Donc, il y était un point qui est assez important, donc, qui était par rapport à tout ce qui est protection des data, de tout ce qui est data and intellectual property. Je pense que c'est un point assez important qui fait un peu peur aux investisseurs en général et qui serait intéressant à développer. Donc voilà. Forcément, les autres critères sont un peu connus, le coût, la stabilité, la culture. Ces points-là, je pense, qui sont connus et où nous, on n'aura pas de problème en termes de compétitivité sur ces sujets-là. Kélim, je te donne la main du coup. Alors, assez rapidement aussi, en 10 minutes, tu peux dérouler. on voit là les talents naturels de notre cher Mounir en matière de soucis de l'agenda de ses amis. Donc, alors là, on voit bien qu'il y a une date d'anniversaire, c'est ça, hein, donc je suis dans le bon chemin. Donc, il y a une naissance toute la journée, hein, vous notez bien. Alors, très rapidement, je vais vous dire l'Inde, en relatif, qu'est-ce que ça veut dire l'outsourcing en Inde? Eh bien, ça veut dire 100 milliards de dollars, donc ça fait rêver. Et pour comparer, parce que c'est quand même une industrie plus grande que la Tunisie, 7,5% donc du PIB provient de l'outsourcing. On verra, ça concerne le BPO et l'ITO. On voit bien que grosso modo, on trouve une constante, 2 tiers pour l'étranger, les banques étrangères, 1 tiers pour les acteurs locaux. Donc ça nous ramène à la discussion de ce matin. Est-ce que quelque part, les banques elles-mêmes ne peuvent pas faire pour elles-mêmes une espèce de asset light tuning et en l'ouvrant après à l'extérieur? Next. Alors, on va passer ça. Bon, ça c'est ce que disait tout à l'heure Walid. On va passer. Alors, ce qu'il faut retenir pour les seules banques, les seules activités bancaires pures, 230 000 personnes aujourd'hui travaillent dans des captives de banques étrangères en Inde. Je ne compte pas des acteurs indiens. Wipro, il y a 80 000 qui travaillent pour le bancaire. Ils sont 60 000, mais 80 000. Tata Services, qui fait du soft bancaire, il y a à peu près 80 000 personnes. Accenture, 80 000 personnes aujourd'hui en Inde. Donc les 230 000, c'est des effectifs bancaires de banques françaises, américaines, etc., déportés en Inde. Les emplois indirects qui suivent, c'est comme la chaîne automobile, c'est là où on voulait venir, il y a 2,8 millions de personnes en Inde qui travaillent pour les banques, en indirect. Et aujourd'hui, l'Inde, les chiffres que vous venez de voir, représentent à peu près 58% du gâteau global au niveau mondial. Ce n'est pas forcément mal ou dangereux. C'est au contraire une opportunité. Parce qu'un pays ne peut pas continuer à avoir une emprise aussi forte sur ce marché-là. Next. Alors, nous, en tant que banque, je ne vais pas revenir, juste quelques slides. Donc, premier truc. Alors, qu'on le veuille ou non, il y a toujours 3 phases quand on fait de l'offshoring. Il y a une phase vraiment chez les banques. Là, je parle d'offshoring, c'est-à-dire des banques qui déportent une partie de leur processus en Inde, en Roumanie, ailleurs. Il y a généralement 3 phases qu'on observe, et on a observé ça chez nos concurrents. Une phase de gestation très longue. Donc le temps de convaincre, le temps de commencer à faire des proof of concept, de choisir des secteurs qui ne sont pas trop sensibles pour l'entreprise, etc.
Généralement, ça dure entre 4 et 5 ans. Après, on commence à diversifier. Généralement, les banques commencent à faire de l'informatique, nouvelles technologies. En Inde, par exemple, parce qu'il y a 80 millions d'ingénieurs en Inde, donc il y a de quoi faire. Et puis après, on commence à diversifier. On commence à mettre de la compta, du back-office. Et après, il y a une phase, et celle-là, elle est exponentielle, et c'est là où il y a le maximum de return, où on commence à déporter dans l'outsourcing ou l'offshoring des choses qui sont beaucoup plus sensibles dans la chaîne de valeur. Aujourd'hui, en Inde, il y a des gens. Donc, quand un salarié de la Société Générale appelle son service RH, même sur sa fiche de paye, etc., en fait, il ne le sait pas, mais il y a un call center en Inde. Mais il y a aussi des gens aujourd'hui qui analysent des portefeuilles de risques hyper compliqués, qui nécessitent, je crois qu'on a des chercheurs quantitatifs dans la salle, qui nécessitent des prises de décision comme si la table était à Paris. Donc, on est monté en gamme. Bien évidemment, il y a tous les secteurs bancaires qui sont concernés aujourd'hui. Voilà, donc il faut se préparer à l'idée que si on commence à travailler aujourd'hui en Tunisie, ça va prendre du temps, mais en fait, certainement moins que ce qu'ont pris d'autres pays, parce que c'est des choses en fait qui s'accélèrent, parce qu'il y a la courbe d'expérience des suiveurs, donc elle est généralement plus rapide que les premiers. Donc voilà le débat. Maintenant, on va peut-être organiser comme ce matin. Donc, alors, juste ça, c'est pour vous dire, bon, les banques généralement commencent par l'IT et puis finissent par des choses un peu plus compliquées. On va arrêter là la présentation. Et puis, je laisse la parole à Walid qui va poser le débat et puis après, on prendra la balle tout seul comme des grands. Alors, juste peut-être revenir à ce slide sur les prix. Les prix, donc pour les Tunisiens, je vais vous donner des prix, c'est des prix de marché. C'est des prix que nous, on constate chez nos captives. Grosso modo, fully loaded, un informaticien, Badr, quand tu l'achètes de l'Inde, c'est 23 000 €. Fully loaded. Électricité, compris, ce que tu veux. Annuel. Donc, on revient peut-être sur la courbe des prix. On revient sur la courbe des prix. Non, oui, voilà. Donc, voilà. Autant pour moi. Donc, on est, je vous donne même les chiffres bon, ça, c'est une courbe historique. Grosso modo, on est à 23 000 €, 22 006 en moyenne. L'informatique est plus chère, 26 005 € fully loaded par jour. Et avant le add cost, parce qu'entre captifs, pour des raisons fiscales, on fait un coût supplémentaire, le BPO, intéressant, on est sur une moyenne de 19-18 000. Voilà. Donc, alors, ça ne sera pas forcément un facteur décisif. Demain, une banque française ou américaine qui veut mettre des activités en Tunisie, ce ne sera pas le seul facteur. Walid en a parlé tout à l'heure, donc il y a la qualité, il y a la culture, il y a le bassin d'emploi. Vous en avez parlé tout à l'heure pour dresser des critères. Mais ce prix-là, ça donne à peu près une référence mondiale. Et ce prix-là commence à se stabiliser. Donc, fini l'inflation du prix en Inde où les gens, les ingénieurs, sautent d'une banque ou une autre. Vous voyez qu'entre 2012 et 2013, ils commencent à se stabiliser. Voilà le cadre quantitatif et peut-être maintenant passer à un cadre un peu plus analytique. Donc juste, je voulais rapidement parler de l'analyse par rapport à un pays quand on a parlé tout à l'heure. Donc, pour prendre l'exemple, si on prend toujours le Maroc, et quand on voit la note qu'ils ont par rapport au système éducatif, ils sont vraiment une note très très faible. Donc ça rejoint à peu près ce qu'on disait. Donc effectivement, ça c'est le classement des différents pays, des 20 premiers pays en termes d'offshoring. Donc très bien, donc, du coup, l'idée c'était de partager un tout petit peu et d'ouvrir un peu le débat sur ces sujets-là. Donc le premier débat, c'est que la première question c'était de dire, bon, on a un cadre, il y a des pays qui sont déjà en place. Est-ce que par rapport à la Tunisie, est-ce qu'il y a une place encore, est-ce qu'on a encore le temps de rattraper peut-être notre retard et du coup, dans ce cadre-là, quelles sont les initiatives qui sont faites ou qui sont déjà anticipées, soit par l'État ou par les organismes qui existent. Donc je vais donner la main peut-être à Monsieur le Ministre au début et à la fin, moi je commence, d'accord, donc par Badreddine, si vous voulez commencer par donner votre vision des choses. C'est bon? Ah, on ne voit pas d'ici. Bien. D'abord, ça fait tout drôle d'être assis de ce côté-là quand Eric est assis de l'autre côté. Donc, comme il en connaît au moins 10 fois plus que moi sur le sujet, et que lui-même opère en Inde, et
connaît très très bien cette problématique et l'a développée au Maroc et ailleurs. Donc c'est probablement celui qui a le plus d'expertise dans cette salle. Ce sera pour la prochaine. Bon, je voudrais commencer par, je ne vais pas être très long, mais je vais vous donner quelques idées simples pour l'offshoring pour qu'on situe un peu le cadre et qu'on comprenne de quoi il s'agit. Je pense qu'aucun d'entre nous ne se dit, comme projet d'avenir pour la Tunisie pour les 30 prochaines années, on va devenir sous-traitant de l'Europe ou des États-Unis ou du monde. Ce n'est pas une ambition en soi, ce n'est pas un projet stratégique. L'offshoring, c'est un projet tactique, ce n'est pas un projet stratégique. Donc ça, c'est une idée qu'il faut vraiment comprendre. Dès qu'on dit, là tout à l'heure, vous avez vu les milliards qui ont sauté quand on veut réformer le système bancaire, donc il faut les trouver. Quand on parle d'éducation, il faut des années. Si on dit réformer, changer le système de logistique, etc., tout ça prend des années. Et pendant ce temps-là, eh ben, les chômeurs, on les a sur les bras et les gens sortent tous les ans des écoles et il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution court terme. Bon. Donc, là, dans ce sens-là, l'offshoring, c'est une solution court terme. Ce n'est pas une vision du monde que les gens de l'offshoring développent. La deuxième chose qui est importante de comprendre, c'est que c'est une idée, enfin, l'offshoring crée de l'emploi, la réponse est oui. La réponse est oui. L'Inde a démarré, ils ont démarré en 96, de mémoire, ils faisaient $1 milliard d'exportation. En 2010, 76, ils sont à 100, et en 2020, ils visent $200 milliards d'exportation. Le Maroc l'a fait, l'Égypte l'a fait, la Roumanie l'a fait, tous ceux qui l'ont fait, ça fonctionne. Donc, parce que ça fonctionne, ça paraît être un bon candidat pour faire du court terme, pour pouvoir trouver des emplois à nos chômeurs avant qu'ils ne soient complètement périmés, avant qu'ils ne sachent plus ni lire ni écrire, après 10 ans de chômage, avant qu'ils ne deviennent délinquants, trafiquants de drogue ou consommateurs, etc. La troisième chose importante qu'il faut bien comprendre, c'est que le Maroc n'est pas notre adversaire ni notre concurrent du tout. Et pourquoi? Parce qu'il y a une demande d'à peu près 1 million d'emplois dans le secteur de l'offshore francophone, qui est le petit carré dans lequel on navigue. Et dans ce million, si on faisait du dopage à la Tunisie et au Maroc, on ne pourrait pas aligner plus de 250 ou 300 000 diplômés. Chômeurs, tout compris. Donc, dans ce sens-là, le Maroc est plus un partenaire, il y a des expériences qu'on peut échanger, il y a des complémentarités, il y a des leçons, mais c'est surtout pas une adversité d'aucune sorte. Et au contraire, je pense à travailler ensemble, on gagnerait plus que si on jouait des partitions séparées. La quatrième idée, c'est que ça se base quoi sur l'offshore? C'est tout bête. Le prix au sud à compétences plus ou moins égales et une petite portion du prix au nord. Et le prix de la Tunisie est exactement le prix qu'a présenté Kerim pour parler de l'Inde. On est exactement dans la même fourchette de prix. Et du coup, pour tout ce qui est... Il se trouve qu'on a été colonisé par les Français et pas par les Anglais, donc quand il s'agit de lire des documents, jusque-là, parce que le français se dégrade en Tunisie, mais jusque-là, on arrive toujours à lire mieux que les Indiens, et on devrait pouvoir s'en sortir pour lire des contrats, pour pouvoir faire du back-office, pour pouvoir lire des cahiers des charges et pour pouvoir faire des tests qui ont du sens. Alors maintenant, la question c'est à qui... Donc, cinquième idée, je ne sais plus... Cinquième. Je suis à la cinquième. C'est ça. Ok, merci. La cinquième idée, c'est à qui s'adresse ce marché de l'offshoring? C'est un marché de gros, ce n'est pas un marché de moyens et de petits. Ce n'est pas un marché de PME, ce n'est pas un marché pour des entreprises qui naissent, ce n'est pas un marché pour... Nous, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui nous aligne 5 000 ou 3 000. Donc, pour aligner 5 000 ou 3 000, il faut que le client en question, il fasse 50 000, et il fasse pas, ou 20 000, mais il ne fasse pas 200. Donc, l'offshoring, ça s'adresse aux gros. Par nature, par structure. Parce que pour que quelqu'un délocalise en Tunisie une partie de sa production et ça nous fasse plus de 2 salariés, il faut qu'il en ait beaucoup. Beaucoup. Donc, c'est un marché de gros, ce n'est pas un marché de petits. Et donc, il y a des tas de gens qui disent « Mais pourquoi pas nous? Nous, on a 3 dans un garage, on est comme Bill Gates, ou on est comme Steve Jobs. Steve Jobs et Bill Gates, ce n'est pas de l'offshoring. C'est de l'innovation, de la création.
l'offshoring, c'est de l'abattage, c'est du nombre, c'est des tailles importantes. La 6e idée, si je fais 7, après on va me dire que c'est un clin d'œil au régime précédent, donc j'arrête. La 6e idée, elle est toute bête, c'est de dire, aujourd'hui, on a un bon produit en Tunisie, on a des diplômés, on a des... voilà, ils ne sont pas tous extraordinaires, mais il y en a qui sont de bonne qualité. Il leur manque parfois un petit coup de peinture, donc la formation. Il y a des encouragements et des incitations à l'emploi dans la valeur ajoutée qui sont existants. Ce qui manque, c'est faire savoir ce dispositif et en simplifier l'accès. Et donc, le projet qui s'appelle Smart Tunisia, c'est un projet qui permet de packager l'offre tunisienne, qui est innove en quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est un décret, ce n'est pas une loi. Donc, si c'est un décret, ça veut dire qu'il n'y a pas un rond de plus qui a été trouvé, d'impôt, qui a été levé supplémentaire. On a mis un ruban rose autour d'un certain nombre de dispositifs pour faire en sorte que le site Tunisie soit connu, pour faire en sorte que les gens sachent qu'on a cette offre-là, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens dans les cafés du commerce pensent en Tunisie, les investisseurs ne sont pas en train de de scruter la Tunisie. Il faut aller les chercher. Et il faut aller les chercher en racontant notre valeur ajoutée et en compensant financièrement et par des dispositifs de formation et d'emploi les lacunes potentielles que l'on a. Voilà à peu près quelques idées bêtes et simples sur l'offshoring. Merci. Donc du coup, pour rebondir à ce niveau-là, l'idée c'est aussi de savoir quels sont les avantages de la Tunisie par rapport à quelles sont les valeurs ajoutées, donc, et voir un peu les expériences aujourd'hui qu'on a en Tunisie sur ce domaine-là. Donc l'idée, c'est pour ça que je pense que Pascal, vous avez aussi une présence en Tunisie, vous avez vécu cette implantation, et donc l'idée c'était peut-être aussi de partager avec nous, de rebondir sur cette idée-là, quels sont les avantages de la Tunisie et quelle est la valeur ajoutée de s'installer en Tunisie. Par rapport à la Tunisie, on entend beaucoup parler du Maroc, et tout à l'heure il y a eu une intervention qui a été intéressante. N'ayez pas le complexe du Maroc. Il y a un atout exceptionnel en Tunisie, c'est la formation. Et c'est votre atout majeur par rapport au Maroc, où d'ailleurs on évoquait l'Inde et le Maroc, vous avez une problématique de turnover qui est extrêmement importante dans ces deux pays, qui font qu'aujourd'hui ils ont du mal à suivre l'évolution en termes d'ITO et en termes de BPO. Et puis, alors pourquoi la Tunisie? Alors, j'ai vu certains points par rapport aux aspects fiscaux. La fiscalité n'est pas le seul avantage, il ne doit pas être le seul avantage. Vous devez favoriser aussi, et Allison est une structure tunisienne, juridiquement tunisienne, et non pas offshore. Alors, dans le code fiscal, une structure tunisienne qui exporte a les avantages fiscaux d'une structure offshore. Très bien. Mais vous devez favoriser aussi les entreprises qui investissent. Et là, par contre, il y a une vraie problématique en Tunisie, c'est que le Tunisien, il aime bien la pierre. Donc, on favorise, et d'ailleurs les banques, là-dessus, ont vraiment un travail à réaliser, c'est qu'on favorise l'emprunt pour acheter des biens, donc de l'actif, mais par contre, quand il s'agit d'investir pour de l'innovation, là, il n'y a plus personne. Et si vous voulez développer l'offshore, si vous voulez développer la valeur ajoutée de vos structures financières, vous devez investir. L'homme est important, mais l'homme ne peut avancer que s'il y a de l'investissement et de la technologie. Et c'est là où le choix de la Tunisie a été opéré aussi, c'est que vous avez un réseau bancaire, alors qu'il y a les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure, mais vous avez un savoir-faire bancaire excellent. Je prendrai un exemple. J'ai investi pendant de très longues années au Maroc, entre autres sur le traitement des moyens de paiement. En un an, on a développé près de 800 emplois autour du traitement du chèque. Le Maroc avait favorisé et avait mis en place quelque chose qui est exceptionnel, c'est que la réglementation bancaire avait permis l'externalisation des moyens de paiement. Et donc on est parti d'un exemple local pour rassurer l'étranger, les banques françaises et étrangères, pour
externaliser des fonctions de back-office, assez simples, traitement des moyens de paiement, parce que localement, il y avait une véritable réussite. La problématique de la Tunisie, c'est qu'on a un cadre réglementaire qui fait que si vous souhaitez externaliser certaines fonctions, ce n'est pas possible. Ou en tout cas, on va vous faire comprendre que ça va être très compliqué, etc., etc. Donc là, évidemment, vous avez déjà une problématique, et là je parle en tant qu'acteur BPO local, à l'étranger mais aussi local, et je vois bien qu'aujourd'hui, quand je vais voir les banques, elles adhèrent toutes à l'idée d'externalisation, mais au bout d'un moment, elles se cachent derrière les problématiques réglementaires en disant oui, je ne peux pas bouger. Si je veux externaliser ma monétique, ce n'est pas possible. Si je veux externaliser mes fonctions de traitement de moyens de paiement, chèque, ce n'est pas possible. Et je vous rappelle encore un point qui est quand même très important, c'est qu'il faut savoir que la Tunisie a été un des premiers pays à mettre en place l'échange image-chèque, ce qui est quand même très fort. Le Maroc l'a fait après, et le Maroc a créé presque 1000 emplois autour de ces traitements, alors qu'ils l'ont fait bien après la Tunisie. La Tunisie n'a pas su capitaliser sur des vrais savoir-faire qui ont été développés, parce que localement, vous n'avez pas su montrer cette capacité aux banques étrangères. Et au-delà de la problématique, parce qu'on entend parler beaucoup de problématiques politiques, l'image d'un pays, c'est sur sa capacité d'investissement et d'innovation. Elle doit savoir, le pays doit savoir déjà démontrer sa réelle capacité à industrialiser des processus. On ne peut pas tout attendre du politique. Et on ne peut pas tout attendre aussi de l'image d'un pays, qui plus est en plus un pays qui a connu une révolution. Donc c'est au secteur financier local d'investir et de pouvoir investir pour montrer qu'ils ont la capacité à pouvoir faire, pour pouvoir ensuite offshoriser des prestations et être un acteur reconnu sur le marché. Vous vous battez face à des... Et le terme « battre » n'est pas bon. Tu as tout à fait raison de dire qu'il faut les voir comme partenaires. La zone du Nord doit avancer ensemble. C'est ensemble que vous arriverez aussi à développer dans de bonnes conditions le BPO. Et l'ensemble est un élément aussi important en Tunisie, c'est qu'en Tunisie, et là je parle aussi par rapport à mon expérience locale, c'est que vous devez dépasser les problématiques de clans. Et là j'insiste sur ce point clan, c'est que la réussite ne peut arriver que parce que vous allez unir vos forces. Alors là je regarde les banquiers, je regarde aussi les compagnies d'assurance qui ont un vrai savoir-faire métier, elles parlent le français, elles ont la maîtrise des processus, mais seules, individuellement, elles n'arriveront pas à aller vers cette évolution. C'est en unissant leurs forces qu'elles arriveront à pouvoir aller vers l'extérieur. Et je reviendrai sur un point par rapport à nos amis banquiers qui étaient tout à l'heure à cette même place, c'est qu'il y avait 3 banquiers, donc, parmi les 4, il y en avait 3 qui ont choisi la même solution technique, qui ont fait tous les 3 les mêmes investissements. Je ne comprends pas, et ça c'est un mal malheureusement africain, c'est qu'on s'amuse à investir, chacun est fier d'avoir son système d'information, d'avoir son data center, etc. C'est très beau, mais tout ça, il faut pouvoir le financer. Et l'idéal, quand même, c'est de pouvoir l'utiliser pour aller vendre à l'extérieur. C'est de pouvoir le mutualiser pour pouvoir le vendre dans de meilleures conditions. Et là, je trouve qu'il y a un véritable effort, il y a véritablement une réaction globale qui doit être opérée au niveau de la Tunisie pour qu'on dépasse les problématiques de clans et qu'ensemble, nous puissions mettre en place de vraies dynamiques pour aller chercher les marchés à l'extérieur. Et qu'on ne se regarde pas simplement parce qu'on n'est pas du même clan ou de la même famille ou je ne sais quoi. Donc il faut unir ses forces. Et ça rejoint aussi le point qui a été évoqué tout à l'heure, c'est qu'on doit unir ses forces aussi avec le Maroc et avec d'autres pays. Et la Tunisie, son marché, parce qu'on parle beaucoup de l'Europe, on parle beaucoup de la France, le marché de la Tunisie, c'est l'Afrique. Regardez les Marocains. Les Marocains, leur croissance, alors évidemment sur l'offshore, il y a une croissance par rapport à l'Europe. Mais si vous regardez l'expansion des compagnies d'assurance marocaines, l'expansion des banques marocaines, elle ne se fait pas en Europe, elle se fait en Afrique. C'est l'Afrique qu'il faut aller chercher. Et là, vous avez des atouts concurrentiels qui sont exceptionnels.
Mais il faut s'unir pour pouvoir aller chercher ces marchés. Ce ne sont pas des marchés faciles, on a déjà eu des discussions sur ce point, ça demande un effort de présence conséquent, mais ce sont des marchés d'avenir, c'est là où vous avez la croissance aujourd'hui. L'Europe est fatiguée, l'Europe elle a ses contraintes, mais par contre l'Afrique, elle a un besoin de renouveau, elle a un besoin d'investissement, et donc là il y a probablement aussi une vraie présence à développer aujourd'hui en Afrique. Et regardez un pays, la semaine dernière j'étais en Côte d'Ivoire, ça fait 10 ans que je vais en Côte d'Ivoire, en 2 ans l'évolution de la Côte d'Ivoire est incroyable. Et là, il ne faut surtout pas louper le coche. Des Marocains, je rencontre partout en Côte d'Ivoire. Tunisiens, beaucoup moins. Et donc là, il faut véritablement faire cet effort aussi, non pas de regarder la Tunisie pour la Tunisie, c'est 11 millions d'habitants, mais il faut que la Tunisie aille à l'extérieur et puisse profiter de ce continent formidable qu'est l'Afrique. Donc il faut pouvoir aller se développer vers l'Afrique et le plus rapidement possible, en utilisant bien évidemment les différents dispositifs qui sont mis en œuvre. Je rebondis un tout petit peu sur un des points, c'est l'idée de prendre l'offshore comme que la création de la compétence se fait à partir du pays, donc par rapport à une prestation locale, d'outsourcing local, d'une consolidation. Donc Kérim, c'était un des points, une des questions qui me semble assez importante, c'est du coup, et qui rejoint un peu le débat qu'on avait au début. Donc faut-il commencer par un GIE des banques, peut-être, si je prends l'exemple des banques en Tunisie, pour pouvoir avoir un exemple et une compétence à vendre à l'extérieur? Moi, je suis d'accord avec Bedreddine, non pas parce qu'il est copain, mais parce qu'il est une chose juste. L'offshoring n'est pas un objectif en soi. C'est une tactique qui permet non seulement d'offrir du boulot à des gens qui sont au chômage, mais aussi qui permet un transfert de technologie. Un peu ce qu'a fait la Tunisie dans le textile, on peut le répliquer. Ça, c'est un constat. Deuxième constat, moi je pense que les banques vont entrer dans... Enfin, encore une fois, je préfère le terme industrie bancaire. Elles vont passer à une ère beaucoup plus industrielle et elles vont suivre ce qu'ont fait d'autres industries il y a 50 ans. Un industriel aujourd'hui, il ne fabrique pas les roues, il ne fabrique pas le tableau de bord, il ne fabrique pas la carrosserie, il fabrique le moteur, voire même une partie du moteur. Et le rôle du banquier, c'est pas faire du bac, c'est pas faire de la comptabilité, c'est pas faire des états de contrôle de gestion. Son rôle, c'est faire de la distribution. Et forcément, je crois qu'on a discuté en Tunisie avec un certain nombre de banquiers qui sont conscients de ça, on va y arriver. À partir de là, la question donc, à laquelle je réponds, est-ce que les Tunisiens, les banques tunisiennes peuvent joindre les deux objectifs, c'est-à-dire un objectif d'offshoring ou de diminution du point mort et en même temps la potentialité de s'attaquer à des marchés étrangers, que ce soit l'Europe ou l'Afrique? Oui. Faire des groupements d'intérêt économique? Oui. Est-ce que c'est logique qu'un marché comme la taille de la Tunisie, 3 banques investissent dans 3 core banking systems qui coûtent cher? En fait, ça peut se poser. Alors, certainement qu'il y a des contraintes sociales, etc. Mais franchement, on a beaucoup de captifs dans beaucoup de pays. Et généralement, les contraintes sociales, non seulement elles ont une solution, mais en plus, au contraire, ce type de démarche offre des potentialités supplémentaires. Parce que si 3 banques, demain, arrivent à mettre en commun leurs moyens techniques pour créer des plateformes communes, ben c'est évident que les petites banquettes de l'Algérie ou de l'Afrique noire, ben elles seraient intéressées, voire même le marché européen, alors du coup francophone, c'est-à-dire la France, le Benelux, etc., etc. Et donc, effectivement, il y a là, dans la notion de groupement d'intérêt économique, alors, après, il faut voir quel type de partenariat, etc., non seulement quelque chose qui peut améliorer la compétitivité des banques à court terme, mais aussi lui offrir des capacités d'investissement supplémentaires et avoir peut-être un outil demain qui, et alors là, c'est un peu le banquier qui parle, c'est pas uniquement abaisser le poids mort, mais c'est un actif. C'est, vous faites un actif qui n'est pas dans votre core business, vous le sortez, ça devient un outil de productivité, et demain, c'est un actif vendable. Parce que vous imaginez bien que Wirpo, Accenture, etc., eh ben, ils vont venir peut-être en Tunisie.
Et là, vous avez aussi quelque part un actif virtuellement qui peut être un actif financier à terme. Donc voilà. Donc j'y crois. Je veux réagir sur un point. Tout à l'heure, on a parlé, ça va faire sourire certains, on a parlé de créances douteuses. Vous avez une problématique en Tunisie autour de la sphère bancaire, autour de la problématique de recouvrement. Toute l'Afrique a cette problématique de recouvrement. Et des pays d'Europe ont cette problématique aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la Tunisie et les banques, dans leur globalité, ne s'unissent pas pour gérer la problématique de recouvrement qu'ils ne savent pas gérer d'ailleurs en interne? Ils sont incapables de le gérer, ce n'est pas leur métier. Ils sont très bons pour distribuer, et d'ailleurs un banquier ne va pas aller chercher recouvrir ses dettes. C'est anti-banquier pour les gestionnaires. Donc là, vous avez un vrai savoir-faire à développer et qui servirait en plus les intérêts globalement du pays, en unissant vos forces et en gérant cette problématique de dette qui existe aujourd'hui, enfin de créances qui existe au niveau des banques, et qui vous permettrait donc de développer un actif qui servirait ensuite, en mode offshore, pour être développé dans d'autres pays. Parce que là, il y a des investissements, on peut faire du bricolage, et je sais que là-dessus, on peut être parfois extrêmement fort en Tunisie, chacun va gérer ses créances douteuses. Donc on va monter chacun ses petites solutions Excel ou Access. Mais la seule chose, c'est que ça ne suffit pas. Il faut vraiment générer de gros investissements pour pouvoir les gérer dans de bonnes conditions, gérer aussi les produits financiers qui vous permettent de gérer ces créances douteuses. Et une fois que vous avez ça et que vous avez assigné le marché, c'est un actif que vous pouvez aller vendre à l'extérieur. Et aujourd'hui, il y a un vrai besoin. Mais il faut unir ses forces. Ce n'est pas une banque seule qui pourra gérer cette problématique. Et là, il y a un vrai sujet qui servirait les intérêts du pays, de l'assainissement, du système bancaire, et qui permettrait demain aussi d'aller le vendre dans de meilleures conditions à l'extérieur. Donc, par rapport à l'ensemble de ces interventions, l'idée aussi donc du coup d'avoir l'avis de Monsieur le Ministre pour voir un peu l'État aussi, la stratégie de l'État tunisien dans ce sens-là, quelles sont les démarches qui ont été faites et quels sont les encouragements ou les incitations qui sont mises en place sur ce sujet-là. Merci beaucoup. En fait, donc moi je suis pas spécialiste du domaine donc de l'offshoring. Mais en arrivant, en fait, j'ai pas mal discuté avec les acteurs donc, dans ce domaine. Et je me rappelle très bien sur ces points-là, que ce soit sur la formation, ce que vient d'expliquer c'est Badreddine, qu'on n'a pas le temps d'agir au niveau de l'enseignement. Donc, il vaut mieux faire vite et renforcer les compétences et les connaissances, l'expertise de nos diplômés. Donc, aller beaucoup plus à court terme, vers la certification, ce qu'on a essayé de faire. Et puis aussi essayer de mieux vendre la Tunisie comme destination, donc, et je parle surtout moi, dans le domaine des technologies de l'information et de communication, donc destination politique. Et on a travaillé ensemble donc, avec les acteurs dans le privé pour lancer Smart Tunisia, qui vient de présenter Badreddine. On a essayé également même, donc, suite à l'organisation d'un workshop de 3 jours à Tbarka, entre public et privé, de revoir nos stratégies, nos axes de développement pour les technologies de l'information et de communication, et surtout un peu de piloter et de créer un conseil supérieur de technologie numérique en Tunisie. Donc le conseil est créé, on est en train de le lancer. Donc ces points-là sur lesquels donc, le gouvernement a travaillé pendant 2 ans pour concrétiser ces aspects. Et il y avait aussi, et je me rappelle très bien avec Badreddine, une rencontre qu'on a fait avec nos partenaires français à Gamart. Il m'a dit, Monji, oublie l'offshoring. Aujourd'hui, on parle de colocalisation et global delivery model. Donc je pense... Donc là, je pense, et surtout pour certains pays, donc nos partenaires, donc le plus important, je pense qu'il faut trouver des approches qui généralisent un peu plus l'offshoring et qui apportent un peu plus des bénéfices communs aux entreprises, donc en France
et en Tunisie, que ce soit au niveau de la valeur ajoutée et que ce soit aussi un point très important au niveau de l'emploi. Il y avait quelques critiques aussi au niveau, et d'ailleurs des recommandations au niveau de l'infrastructure. Et je pense que ce soit au niveau de Nahli, au niveau de projets qui étaient aussi à côté de Nahli pour fidélité, on a essayé d'avancer, de travailler. Et je pense que ces projets continuent maintenant et avancent. On avait quelques problèmes de blocage, de problèmes sur les terrains, etc. Et maintenant, je pense que ça avance et on est en train d'avancer surtout dans le centre de Nahli. Il y avait aussi tout à l'heure une question sur les data centers. Ce qui est bien en Tunisie actuellement, il y a beaucoup de projets et même des réalisations pour les data centers, que ce soit au niveau des opérateurs de télécom, que ce soit aussi des investisseurs privés. Et moi, je cite surtout le data center d'Onfida, qui je trouve un data center de niveau très très important. Il a le niveau 3+, donc je pense qu'en Tunisie on ne peut pas aller au-delà, et qui je pense qu'à un niveau très important au niveau africain, voire même par rapport à certains data centers en Europe. Il y avait un autre point aussi qui nous concerne, c'est les prix des télécoms en Tunisie. Et donc il y avait beaucoup que ce soit pour les entreprises, sachant que pour le prix de télécom en Tunisie, c'était, je pense, là où il y a un problème, c'est les communications entrantes, voie communication internationale, voie entrante en Tunisie. Donc c'est un segment assez particulier, alors que sur l'ensemble, sur l'Internet mobile, l'Internet fixe, les prix en Tunisie sont très compétitifs. Maintenant, même sur ce segment, en Tunisie, avec le premier amendement pour les opérateurs, ne sont plus obligés de passer par l'ATI pour leur trafic Internet. Deuxième chose, l'autorisation pour Orange et Tunisiana pour construire une infrastructure, un lien international. Et normalement, il va être lancé vers le mois de mai, quelque chose comme ça, 2014, pour diversifier l'infrastructure par rapport à l'international, sachant que 95% de trafic Internet tunisien, c'est de trafic international. Et également les accords qu'on a effectués avec l'Algérie aussi pour le trafic Internet qui vont dynamiser et je pense qui vont créer une compétitivité, une concurrence qui va baisser encore les prix des télécoms en Tunisie. Je pense, voilà, j'ai parlé de ces aspects. Et j'espère qu'on va continuer également à travailler avec les acteurs en Tunisie, surtout pour la concrétisation de Smart Tunisia. Smart Tunisia, maintenant, le décret il est apparu dans le journal officiel. Le budget est fixé donc, pour l'année 2014 et les années suivantes. Et il y avait un travail aussi, mais ça concerne plus globalement l'investissement des TIC en Tunisie et surtout au niveau de lancement de services universels, de révision des investissements dans le fonds des télécoms qui vont permettre également d'encourager et je pense qui vont permettre aussi de rendre ce marché de TIC très compétitif, c'est-à-dire la Tunisie par rapport à d'autres pays. Et je partage avec Badr peut-être pays beaucoup plus, on a travaillé ensemble et coopérer ensemble que concurrents directs. Merci beaucoup. Sébastien, il y a des questions. Je vais commencer par le plus proche. Il y a d'autres micros qui circulent. Merci. Juste une petite observation suite aux propos de M. Cochard par rapport à l'incitation peut-être et votre recommandation aux banques de pouvoir ne pas trop s'attacher à la pierre, comme vous le disiez, et financer l'innovation. Ma réaction en tant que banquier et ayant également une expérience du marché tunisien, comme d'ailleurs celui de la France, la banque ne s'attache pas à la pierre par simple attachement. La banque cherche
en finançant une activité ou un projet quelconque, à avoir un minimum de sûreté. Donc l'attachement à la pierre, je suppose, hormis peut-être le côté culturel en Tunisie, les banquiers cherchent à monter des opérations via un minimum de sûreté. En revanche, là où je vous rejoins, peut-être qu'il faudrait des établissements spécialisés, notamment des sociétés de capital risque, pour accompagner des opérations innovantes de l'innovation et des startups. Donc peut-être il faudrait simplement distinguer ou clarifier le côté financement pur et dur au sens le plus basique du terme du financement des startups. Voilà. Mais il faudrait aussi que fiscalement l'investissement sur les nouvelles technologies soit mieux reconnu et encouragé qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Aujourd'hui, l'industrie BPO n'est pas véritablement reconnue, n'est même pas reconnue. Alors je ne sais pas si dans le nouveau code des incitations il est reconnu, mais jusqu'à maintenant ce n'était pas le cas. Autant on reconnaissait l'investissement industriel, les industries classiques, autant sur l'investissement sur la partie innovation, on n'avait pas les mêmes avantages, les mêmes incitations. Oui, bonjour à tous. Badreddine m'a interpellé tout à l'heure, donc je ne peux pas ne pas lui répondre. Bon, donc je m'appelle Eric Ayad, je suis cofondateur de Steria, mais je suis aussi ici, je salue donc Mounir, mon ami de Connect, parce que je suis aussi le correspondant, enfin le coprésident au MEDEF des relations avec la Tunisie. Évidemment, je salue monsieur le ministre, que je connais bien, notre ami. Bon, alors Steria, puisque c'est ça que tu fais allusion. Effectivement, Steria a 20 000 salariés, dont 6 000 en Inde et 1 000 au Maroc. Alors l'offshoring, je connais. Les concurrents de la Tunisie, on a parlé de l'Inde, on a parlé du Maroc. Je voudrais vous dire aussi qu'il y a aussi l'Europe de l'Est. Hein. Oui. L'Inde, simplement, pour ajouter à ce qui a été dit, je ne vais pas reprendre, il y a un immense avantage à l'Inde et un immense inconvénient sur lequel la Tunisie peut jouer. Évidemment, la langue, mais ça va de soi. Hein. L'avantage, c'est qu'ils font de l'offshoring depuis 40 ans. Moi, je suis allé en Inde il y a 40 ans, il n'y avait rien. Et c'est un processus long. Mais aujourd'hui, ils sont complètement imbriqués dans les métiers des clients. Ce n'est pas seulement de la fabrication qu'ils font. On a cité tout à l'heure l'exemple de la Générale, que je connais bien, évidemment, puisque Séverin Cabane, qui est général, est aussi l'ancien directeur général de Steria. Il a mon conseil, c'est mon copain. Donc on parle souvent de l'Inde. Ils sont dans les processus clients. Pour prendre un exemple, à quel point vous allez voir à quel point Barclays, en UK, a externalisé l'ensemble de la gestion de sa carte à Steria, en UK. Steria utilise du personnel indien. Donc quand quelqu'un qui a fait un achat avec une carte Barclays en Écosse, moi j'ai vu une scène incroyable, pour acheter un canapé lit, et pas contente du canapé lit, elle peut le rendre. Ça, en Angleterre, c'est légal. En France, ça n'existe pas. Donc elle téléphone au magasin, je ne suis pas content de mon canapé, il est trop dur. C'est un Indien salarié de Steria à Nodia, c'est-à-dire à New Delhi, qui lui répond. C'est dans le processus total. Quand j'ai vu ça, c'était une véritable scène de globalisation mondiale. J'ai dit vraiment, la globalisation, elle est là, elle est tous les jours. Donc ça, c'est leur avantage. Leur inconvénient, on ne l'a pas assez dit, c'est qu'il y a 25% de turnover dans le personnel indien. C'est-à-dire que partout, c'est pareil, la Générale, c'est 20% en l'occurrence, le gars que vous avez, il s'en va tout de suite. Et comment vous avez comme concurrent des sociétés indiennes, Tata, Infosys, c'est que les Indiens sont très nationalistes, comme tout le monde. Hein. S'ils peuvent trouver un job dans une boîte indienne, ils y vont. Donc on est tous tout le temps à la recherche de personnel à embaucher et à former, parce qu'il part. Or, je pense qu'au Maroc, c'est le cas, en Tunisie, c'est le cas, ça n'existe pas, ce genre de choses. Donc la stabilité du personnel dans les processus d'offshore est un atout majeur, sur lequel il faut jouer. On devient fou quand on gère du personnel indien. Voilà. Je le dis entre nous, mais je le dis depuis un moment, ça c'est un élément. Le Maroc. Alors le Maroc, c'est un concurrent redoutable, on a des concurrents tous, hein, on est tous entrepreneurs. C'est pas parce qu'on a un concurrent, c'est quand il y a des concurrents que le marché existe. Donc il faut y aller. Bon, c'est pas à moi à dire ce que doit faire la Tunisie. Quelques suggestions. Tout de même, il y a des marchés de niche. Hein, il y a des marchés de niche, l'open source, enfin, dans notre métier. Hein.
Ou alors, au contraire, à l'inverse, la maintenance du legacy. C'est-à-dire, dans les banques, il y a des programmes qui datent j'allais dire de siècles, enfin de décennies, écrits dans des langages qui ont disparu. Personne, c'est le métier, on ne trouve pas ce personnel. C'est des milliers d'emplois, ça, qu'on ne trouvera jamais en France. Bon, il y a une stratégie de niche à développer en Tunisie, et là, je pense qu'il y a des réflexions à faire. Les pays de l'Est. Alors, les pays de l'Est, on a, nous aussi, 1000 personnes en Pologne. Et dans un immeuble, vous avez Steria, Capgemini, Accenture, on est tous là-bas. Bon. Ce sont des gens très, très concurrentiels, parce qu'ils sont dans l'Union européenne. Alors, je dis la Pologne, mais c'est vrai dans d'autres pays. Ils parlent, ils sont polyglottes, et ils sont très compétents. Bon. Donc là aussi, il faut tenir compte de ce genre de situation. Pour nous, c'est agréable. Donc, tout notre offshore call center dans l'ensemble des pays est fait pour partie sur l'infrastructure. Bref, en Pologne, parce que quand quelqu'un téléphone à un desk en Pologne, il y a quelqu'un qui peut lui répondre en français, en espagnol, en anglais, en allemand, et dans des desks répartis. Et ça, c'est quand même un atout que vous n'aurez nulle part. Ça, c'est quelque chose d'important. Bon, concurrencer la Pologne, mais les coûts polonais sont quand même plus élevés, et ils montent, par rapport aux coûts de pays. Bref, l'offshore se développe. L'externalisation de nos clients se développe. Tout à l'heure, on l'a tous dit. Un exemple, si vous me permettez, un exemple de Steriac, dont je suis très fier. Le gouvernement britannique a signé avec nous un contrat le 1er octobre dernier d'externalisation de toute la fonction back-office des ministères. Tout. 1 milliard de livres sur 10 ans. Comment ? Attends, j'ai pas fini ma phrase. En contrepartie, on s'est engagé à lui faire 40% d'économie tout de suite. C'est-à-dire qu'on lui paye tout de suite moins de 40% par rapport à ce qu'on se rattrape sur 10 ans. Donc, merci Ramsor-Fils, maintenant il faut le faire. Hein. Mais cela dit, si tu veux, pourquoi je te parle de ça ? Parce que la condition qu'on a mise, c'est qu'on balance tout en Inde. En France, c'est pas pensable. On a récupéré déjà le 1er novembre 1200 fonctionnaires qu'on va remplacer par des Indiens. Donc, tu vois que le mouvement d'externalisation ne touche pas seulement les banques, ils vont toucher les gouvernements. Sans doute pas avec cette brutalité, parce qu'il faut que ce soit vraiment les Anglais qui fassent ça. Mais tôt ou tard, l'externalisation est irréversible, les coûts sont trop élevés, et l'externalisation se fera dans des pays où c'est possible. Donc pour la francophonie, j'ai aimé la remarque de tout à l'heure, mais il faut aller sur un marché qui existe. Vous n'allez pas vous battre dans les marchés anglophones en Tunisie, c'est les marchés francophones, c'est comme ça. Voilà. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet. Alors, pourquoi Steria n'est pas là encore en Tunisie ? Parce qu'on m'en parle depuis 10 ans, je ne vous fais pas un dessin. Hein, sous l'Ancien Régime, j'en ai parlé avec Badreddine, lui et moi, je ne suis pas seul. Pour y aller, on savait que ce n'était pas évident, donc on n'y est pas allé. Alors maintenant, c'est possible. Voilà. Et j'espère qu'on va y aller. Merci. Je ne peux pas manquer cette occasion. Je vous raconte quelque chose, moi, qui m'a marqué. Il y a 20 ans, déjà, j'ai écouté la première fois de ma vie Eric qui parlait d'offshoring. Il y a 20 ans, Fitouns était venu pour une conférence que l'UTICA organisait, je sais pas quoi, ou la Chambre, ou Infotica n'existait pas à l'époque, je ne sais plus. Et Eric avait dit quelque chose, et je pense qu'on doit tous le retenir. Il a dit « Les Indiens sont en train de nous battre dans des appels d'offres, et ils ne nous battent pas parce qu'ils sont moins chers, ils nous battent parce qu'ils sont meilleurs que nous. » Et il ne faut pas oublier qu'au-delà du prix, au-delà des avantages fiscaux, etc., que tout ça, ça ne remplace pas quelque chose d'essentiel, c'est qu'il faut qu'on soit bon, il faut que la qualité de l'information, de la certification soit au top, et que tout le reste, c'est de la littérature. Parce que finalement, quand on confie son administration, on confie ses contrats et tout ça, c'est pas parce que c'est moins cher qu'on accepte que les contrats aient des trous dedans. Donc, et ça, c'est vraiment au-delà, absolument. Au-delà donc, de l'expertise ou du turnover ou du coût compétitif, etc., il restera en centrale la qualité des compétences. C'est ça que nous ont légué les régimes précédents, et c'est ça qu'on doit, nous, savoir développer et maintenir. C'est ça notre richesse. Non. Je me permets de rebondir sur ce qui vient d'être dit, et qui me prive de la moitié de ma présentation. Donc je vais être plus court. Mais en mode universitaire, je ne peux pas laisser passer ça. Alors, je répète ma conclusion tout à l'heure. Vous êtes bon, vous êtes très bon, sinon de toute façon, je ne serai pas là. Moi, ce que je veux vous dire, c'est des choses un peu désagréables. Volontairement,
parce qu'il ne faut pas prendre les concepts de leur globalité, qu'il faut un peu les éclairer. Je ne vais pas faire lever la main dans la salle pour savoir qui n'a qu'un seul passeport français et pas la double nationalité, mais on doit être moins de 5%. J'étais à la même opération pour le Maroc. 60% de la salle, c'était des chefs d'entreprise français et des leaders français. Je ne vais pas faire l'offense de reparler du projet de groupement d'intérêt économique franco-tunisien que je porte depuis 2 ans sans succès. Quant au MEDEF, on connaît très bien le groupement d'intérêt économique franco-marocain, mais au groupement d'intérêt économique franco-marocain et lors de la visite de Sa Majesté Mohamed VI, il y avait 300 chefs d'entreprise. J'étais, pour ma part, le seul Français à la visite et à la réception donnée au Petit Palais avec des chips de votre président de la République. Depuis, je n'ai rien vu. C'est-à-dire qu'à un moment, le lobbying, il faut y aller. Il faut arrêter de dire il y a du business, il faut s'ouvrir sur les autres. Les entreprises tunisiennes sont tuniso-tunisiennes. La TUGE est un formidable outil, mais il ne tourne que sur la TUGE. Il n'y a pas de chef d'entreprise étranger dans les entreprises tunisiennes. Faites venir des Chinois pour bosser avec la Chine. Faites venir des Espagnols. On parle du Maroc aujourd'hui. Le Maroc est un allié, mais c'est avant tout un adversaire. Je pense que ce n'est pas le moment de l'alliance. Parce qu'aujourd'hui, vous seriez le Vietnam de la Chine. Ils ont trop d'avance sur vous. Alors, on n'est pas d'accord, mais moi, je vais vous donner 3 éléments. Casashore, 35% de turnover. 35% de turnover. C'est vrai, hélas. L'ascenseur de Casashore, Goldorak, vous savez, le grand bâtiment en M, quand vous êtes sur l'autoroute, pour ceux qui connaissent, on appelle le bâtiment Goldorak. Et l'ascenseur, on l'appelle l'ascenseur de la mort. Parce que vous rentrez, un ingénieur Java le matin, il rencontre un copain dans l'ascenseur, il part à midi déjeuner, il reste dans notre entreprise, il part 20%. Le soir, il en rencontre un autre, il repart dans la deuxième entreprise. Donc le turnover est immense. Comment le Maroc s'est construit? À travers ce qu'on appelle le matelas. Alors tout ce que je dis là, je fais une restitution de travaux de recherche à la fin du mois. Je vous inviterai pour vous donner plus de détails. Le matelas, c'était quoi? C'était 25 000 personnes au chômage au Maroc qui avaient des compétences IT. Donc les prix étaient bas, on est allé cruncher dans le matelas. Et toutes les 16 sont arrivées en même temps parce qu'il y a eu un superbe lobbying et ça a permis de monter en compétence le pays. Vous avez au Maroc aujourd'hui un problème, c'est qu'il n'y a plus de ressources. Donc un ingénieur à Casa sur les technologies qui nous intéressent coûte aussi cher qu'à Lannion. Demandez-vous pourquoi Tata s'installe à Lille et pourquoi Conisante regarde ce qu'il va faire en Bretagne ou à Bordeaux. Donc on voit bien qu'aujourd'hui ce marché se tarit. Donc il y a une opportunité dans notre métier. Ce qui est important, c'est la capacité de sourcing et la disponibilité du sourcing. Et là, sur le marché tunisien, attention aux faux-semblants. Sur l'étude que j'ai faite sur les chiffres du ministère de l'Emploi, les 19 000 compétences IT disponibles en octobre 2012, il n'y avait que 3 000 ingénieurs sur les 19 000 compétences. Sur les 3 000 ingénieurs par stack d'activité dans nos métiers, on cherche du Java, on cherche des gens en administration SharePoint, etc. On tombait à moins de 300 pour le plus gros contingent. C'est-à-dire que quand vous êtes un investisseur ou une grande SS2I, votre cible, c'est 1000 personnes. Si vous n'avez pas un coverage de 10 000 sur ces 1000 personnes, vous n'y allez pas parce que vous savez que c'est le turnover et que c'est une hausse des salaires à n'en plus finir. Une des difficultés aujourd'hui de votre modèle de formation, c'est qu'il est bon sur le fond, mauvais sur l'application. Notamment parce qu'il n'est pas diversifié. Le Maroc, pour combler ce retard, a créé 17 campus privés. Il n'y en a aucun en Tunisie. Et là, vous avez une vraie opportunité parce que vous avez un niveau de compétence qui est bien supérieur, une qualité de la formation initiale et de la formation publique qui est incontestable. Vous recrutez sur quoi quand vous faites un entretien? À 80%, ça c'est les chiffres académiques, sur les soft skills. Le problème est sur les soft skills. Et d'ailleurs, là-dedans, je veux tirer et rendre hommage au travail qui a été fait notamment dans le programme SMART et Partact sur cette approche soft skills. Maintenant, je reviens sur la notion de pays et de groupe. J'ai eu des entretiens avec un grand cabinet. Il faut se méfier quand même des grands cabinets, parce que les chiffres que je vois là, ce sont toujours les mêmes. C'est ceux que McKinsey a vendus au Maroc, qu'il a revendus à la Tunisie, qui sont faux pour la moitié. Donc attention aux chiffres, ils ne sont pas tous exacts. Un grand cabinet qui s'appelle Roland Berger dit « Mais moi aujourd'hui, je ne peux pas amener mes clients, et les clients, j'en ai au bout de la table, ils s'appellent la Société Générale, en Tunisie, voire même au Maroc, vous êtes trop petits. Moi j'ai des captifs de 2000 personnes, vous êtes trop petits, j'ai un risque pays, un risque sourcing. Mettez-vous ensemble. » Alors moi, si j'avais
un avis à formuler, je vais le formuler un peu plus tard à Simonji, c'est que vous avez un voisin qui a encore plus besoin de vous, qui a des ingénieurs en normes qui sont beaucoup plus mal formés et qui a 200 milliards de dollars, il s'appelle l'Algérie. Il y a peut-être quelque chose à sourcer pour avoir une offre compétitive et s'ouvrir sur le marché. En conclusion, vous êtes bon, vous êtes très bon, mais il faut arrêter d'être entre Tunisiens et s'ouvrir sur le monde. Et dans cette salle-là, la prochaine fois, il faut que les Tunisiens soient minoritaires. Il faut avoir un groupement d'intérêt économique franco-tunisien pour brasser les entreprises. Il faut des offres mutualisées pour attaquer pas le marché tunisien, mais le marché africain. Parce que les 3 banques, là, votre produit, tout le monde connaît le nom, on ne va pas le dire, puisque le fournisseur est dans la salle. Mais ce produit-là, il intéresse les banques africaines. Et avec ça, vous pouvez vous aussi fournir non pas uniquement l'IT, mais tout le BPO. Et il y a eu un vrai potentiel de marché de croissance pour les banques, pour l'industrie et d'emploi pour le pays. Merci Christian. La prochaine question. Je suis Mohsen Swissi, je suis dans la R&D, dans le monde de l'IT. Je suis vraiment très content de voir et d'entendre quelqu'un oser s'attaquer et remettre en question l'offshoring tel qu'il a été défini. Il y a une quinzaine d'années, ça a été présenté comme la stratégie pour avoir résorbé le sous-chômage pour les cadres, ce qui est quand même paradoxal, en Tunisie, et apporter une sorte de maîtrise des coûts pour les boîtes qui s'installent. Alors, la traduction, on le connaît, c'est les centres d'appel. Et malheureusement, quand on parle d'offshoring, c'est surtout ça qui sonne. Et pour moi, c'est l'anti-stratégie, c'est presque le tourisme de masse pour le tourisme. Aujourd'hui, effectivement, on doit redéfinir. Et ça me rappelle un discours de Sarkozy à l'INSAT qui a quand même marqué les esprits. Avec une sorte de pirouette, il a expliqué quand même que quand il y a un partenariat France-Tunisie, la France arrive avec les cerveaux et la Tunisie avec la main-d'œuvre. Désolé, c'est caricatural, mais quand même c'est insultant pour l'intelligence de ces Tunisiens qui veulent se battre et vendre la valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, si on doit remettre l'offshoring sous quelque forme qu'il soit sur la table dans la stratégie, il faut absolument savoir valoriser la valeur ajoutée qui est vraiment cette substance-là, qui est la formation de haut niveau pour aller vendre sur les marchés la valeur ajoutée. Je sais que je vais déranger plein de monde dans cette salle en citant l'exemple d'Israël. Je vais le citer. Je sais qu'il y a pas mal d'idéologies autour de ça. Aujourd'hui, tous les grands groupes IT internationaux, ils ont leur centre là-bas. C'est pas pour vendre du Cisco, du Juniper ou autre, c'est vraiment pour concevoir les produits de demain pour ces boîtes-là. La Tunisie ne doit pas rougir par rapport à ces pays-là. Voilà. C'est pas une question, j'aimerais juste faire une remarque parce que on nous cite souvent sans donner notre nom. Donc je rappelle que je représente, entre guillemets, parce que je suis venu aussi à titre personnel, donc Temenos, effectivement. Aujourd'hui, on a 5-6 références en Tunisie, parce qu'on a encore une référence en cours d'implémentation. J'aimerais juste dire qu'on n'est pas fermé à la mutualisation. Aujourd'hui, si des banques veulent s'occuper, nous, notre intérêt, c'est de vendre à des grandes banques, pas qu'à des petites banques, parce qu'on a un modèle économique où on vend aussi en fonction du nombre de users, de l'asset. Donc rester sur des petites banques, c'est pas forcément notre intérêt. Et aujourd'hui, on lance aussi une offre SaaS. On joue le jeu et on a répondu aujourd'hui à un appel d'offres, par exemple, de la Ciptel pour une mutualisation d'une solution d'anti-blanchiment. On aurait pu dire non. On a déjà 5 banques, on peut leur vendre à chacun une licence. On a joué le jeu, on a répondu à l'appel d'offres parce qu'aujourd'hui, ça ne nous dérange pas. Merci de beaucoup. mutualiser On fera une session de promotion de Temenos à la prochaine. Hichem, une dernière intervention et après on va conclure. Je vais rester toujours sur le même thème, c'est-à-dire le politique. Parce que tout ça, tout le monde est d'accord qu'il y a beaucoup de potentiel, beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à faire, qu'on peut faire beaucoup de choses, qu'il faut qu'on fasse et tout ça. Mais quelque part, quand on se pose la question, comment commencer à faire quelque chose? Il faut commencer par la décision. Je vais commencer par le secteur bancaire, après je vais... Sur 27 banques onshore et offshore en Tunisie, d'après vous, il y a combien de décideurs locaux? Il y a des étrangers et il y a 3 décideurs locaux. On a 3. L'État, ministère des Finances,
qui contrôle toutes les banques dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a la famille Mabrouk à l'Abiat et la famille Benidr à l'Amen Bank. Tout le reste, c'est à l'étranger. Et je vous rassure, les étrangers, ils ne passent pas une seconde à l'optimisation qu'ils vont faire en Tunisie. Plutôt, c'est l'inverse. Le PCI, elle tire plus que les dividendes en service fees pour ce qui sort en devise de la Tunisie. Pour ça, pour dire quoi? Pour revenir à ton sujet. Pour faire de l'offshoring, il faut déjà faire un peu d'externalisation en interne en Tunisie. Vous n'allez pas passer des étapes. L'image chèque et la monétique, pourquoi les banques n'externalisent pas? Je reviens là aussi aux politiques. On a deux monopoles de fait qui sont la SMT et la Ciptel, régulés par les banques, qui reviennent à 3 décideurs locaux, et qui dépendent de la Banque centrale et du ministère des Finances. Aujourd'hui, nous, pour un client, on veut faire un centre d'image chèque pour vendre en Afrique de l'Ouest et tout ça. Ils disent, on ne peut pas donner de connexion, il faut être une banque locale. Donc on tourne en rond. Tout ça pour dire quoi? En fait, si l'État... Je finis. Si l'État ne décide pas pour donner un coup de poing dans la fourmilière et commencer à prendre des décisions, on n'ira pas très loin, même s'il y a beaucoup d'opportunités. Juste en 2 mots, et c'est pas pour répondre parce qu'il n'y a pas de réponse. La politique est jamais... L'État, il faut qu'il... Ça fait 3 ans, ça fait depuis 2009, qu'un certain nombre d'acteurs de la place font le tour du gouvernement pour dire qu'il faut débloquer des budgets pour l'offshoring. Dans cette situation critique pour la Tunisie financièrement, la Tunisie a fait un chèque de 500 millions d'euros pour l'offshoring. 500 millions d'euros. Bon, donc le gouvernement vient de faire quelque chose d'inouï. Je n'ai pas parlé d'argent. Attends, j'ai pas terminé. Laisse-moi terminer. Donc maintenant, on va lui dire, bravo, 500 millions d'euros en cas de crise financière grave, d'accord. Mais en fait, non, nous, on veut plus. Réunis tes mecs, fais l'externalisation, etc. Faisons déjà avec ce qu'on a reçu, montrons qu'on peut faire des choses. Et quand on réalisera des choses, nous, alors on ira voir le gouvernement, on dit on peut faire plus. Mais je pense que pour l'instant, la balle est dans notre camp. Nous, les promoteurs de l'offshore en Tunisie, de colocalisation, la balle est dans notre camp, elle n'est plus dans le camp de l'État. Voilà, juste je veux dire ça. L'État, vous avez fait une nouvelle loi qui vient de sortir, sinon vous ne pouviez rien faire. Mais on l'a eu. Donc c'est la même chose que ce qui vous a fait pour Vermec, Sandgard, Line Data et autres. Hicham et Badreddine, je vous invite à continuer vos discussions. Juste rapidement, donc avant de passer la parole à Monsieur le Ministre, très rapidement, donc voilà, quelques idées clés, mais certainement je serai réducteur. Concernant les banques, oui, donc il y a des banques aujourd'hui qui soutiennent l'économie, qui font de bons résultats, etc. Des idées qui sortent sur moins d'État dans les banques, moins de politique. Mais en revanche, l'état de l'État, est-ce que c'est pas un gestionnaire intelligent de son portefeuille bancaire, non seulement pour le rationaliser sur le plan fiscal, transmission entre le particulier via l'impôt et ces banques-là, mais aussi, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour donner un coup de pouce à ce qu'on appelle concentration, du moins la rationalisation du monde bancaire. L'offre bancaire, oui, j'ai retenu ce que disait Elias ce matin, elle existe, elle est à compléter, mais il ne faut pas la considérer uniquement comme une offre, il faut voir aussi la demande bancaire qui n'est pas aujourd'hui peut-être très mûre. Le code d'investissement, ce matin, il y a des matériaux intéressants, donc ce qui ont été présentés, même s'il reste à compléter. Et puis sur l'offshoring, bon, tout le monde reconnaît qu'il y a là une opportunité pour la Tunisie de par la qualité de sa formation. Mais attention, d'un côté, beaucoup de sujets concernent la capacité d'offre. Il ne suffit pas de vouloir, il faut en nombre, en qualité et en adéquation. Et puis aussi, ce que nous rappelait Badreddine, attention aussi, il ne faut pas que ce soit un objectif per se. Il faut aussi que ce soit une tactique, non seulement donc pour répondre à des conjonctures court-termistes qui est assez invitante à offrir de l'emploi, mais aussi comme moyen de transfert de technologie pour épouser d'autres chaînes, d'autres parties de la chaîne de valeur. Donc voilà, grosso modo, quelques... Alors, il ne faut pas oublier que c'est le premier séminaire qui est organisé par Connect, s'en suivra d'autres, et peut-être Mounir en dira tout à l'heure, et que nous souhaitons que ça soit aussi une capacité entre nous tous, les Tunisiens, mais aussi nos partenaires, une capacité à fabriquer des outils d'aide à la décision avec toute humilité qui peuvent être à la disposition de tout le monde.
Je passe la parole maintenant à Monsieur le Ministre pour conclure cette journée. Et quand tu veux, Mounir, peut-être après. Voilà. Merci beaucoup. Et merci aussi à Connect et à la Tige pour l'organisation de cette matinée. Sincèrement, j'ai appris beaucoup. C'était assez riche. C'est un secteur que je ne connais pas très très bien, que ce soit la partie financière et les banques, que ce soit aussi l'offshoring. J'ai appris beaucoup et je partage donc les propositions et les recommandations effectuées, surtout les aspects liés dans la responsabilité de l'État et du gouvernement tunisien. Il y a un point, en fait, on a parlé pas mal, surtout c'était le sujet sur l'outsourcing. Seulement pour information, et vous le saviez, que la Tunisie, en 2011, elle a signé l'arrêt d'outsourcing avec la fonction publique. Je pense que vous connaissez très très bien le problème. Et c'est vrai, c'est quelque chose de très important, très contraignant pour l'État tunisien. Et à titre d'indicatif, 21 000 à peu près, donc 21 000 surtout des gardiens et des femmes de nettoyage, etc. Ils ont rejoint la fonction publique. Donc, et c'est très difficile. On comprend en fait l'aspect, le modèle économique, etc. Et c'est très très difficile. Et vous savez, vous connaissez toutes les problèmes sociaux, les graves, etc. qu'a connu la Tunisie. C'est très. Moi, j'ai la Poste donc dans mon ministère. J'ai 9000 personnes de la Poste et donc c'est pas facile. Il y a même des gens qui, de temps en temps, occasionnellement, donc soit des voitures de louage, etc., qui transportent des colis. Ils ont pris comme argument pour demander d'intégrer la Poste. Donc donner la situation actuelle. Mais sincèrement, ça, c'est en train de changer et d'évoluer. Donc c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette matinée. Moi, comme vous le savez, donc je suis ministre de Technologie de l'Information et de Communication. Et je pense que cette technologie, c'est une technologie transverse, voire c'est une énergie numérique. Et je pense que c'est la force de transformation économique et sociale. Et je pense que beaucoup de pays partagent cet objectif, travaillent dessus. Et la Tunisie, vous le savez très bien, c'est la Tunisie qui a proposé le concept de la société de l'information en 1998, que c'est concrétisé en 2005. Et depuis, chaque année, on organise l'ICT for All en Tunisie. Et donc, c'est un pays très aussi. La place de la Tunisie, surtout en Afrique, dans le domaine d'éthique, elle est très connue. Et donc, pour nous, cette technologie numérique est un levier majeur dans l'efficacité opérationnelle et la compétitivité de tous les acteurs économiques. Le secteur financier joue un rôle important pour booster le développement des technologies numériques. Notre rencontre d'aujourd'hui est un signe fort de l'intérêt qui portent les participants, chefs d'entreprise tunisiens et français, pour développer la coopération entre les entreprises de deux pays dans différents secteurs, notamment le secteur d'éthique. La Tunisie a fait le choix d'un engagement total sur la voie de l'économie numérique, l'un des principaux axes de son développement. Il s'agit de concrétiser son objectif majeur d'une Tunisie digitale, connectée, compétitive et inclusive, en faisant du numérique un moteur de transformation économique et sociale pour accélérer la compétitivité des entreprises et des institutions et faire de la Tunisie un leader régional de l'usage et de l'export des services et des technologies numériques. Cette politique s'est traduite par un plan stratégique de secteur à court et moyen terme nommé Tunisie numérique et s'appuyant sur 6 orientations de développement, à savoir garantir un accès au débit de qualité et à prix abordable pour tous, faire d'éthique un élément fondamental de développement et de promotion de la compétitivité des TPE-PME tunisiennes, promouvoir l'intégration d'éthique dans l'enseignement et la formation afin de renforcer le développement des compétences éthiques,
développer et favoriser l'usage d'un contenu numérique national à haute valeur ajoutée et positionner la Tunisie comme une plateforme industrielle pour les zones Europe, EMEA et favoriser l'émergence de champions nationaux. Donc, comme vous voyez, et finalement rationaliser la recherche en favorisant les relations avec l'industrie et en développant l'innovation. Comme vous voyez, ça rejoint aussi des plans stratégiques de plusieurs pays et c'est très proche de l'index de développement dans l'éthique qui se repose sur 4 composantes. C'est donc l'accès au réseau haut débit, donc au niveau infrastructure, la bonne gouvernance dans le domaine d'éthique, que ce soit au niveau règles et réglementation et régulation. L'autre aspect, c'est l'usage, que ce soit au niveau de citoyens, de l'entreprise et l'administration. Et quatrième, l'impact, parce que l'éthique, comme vous savez, en Tunisie, ça représente à peu près 7,6%, donc c'est assez proche des banques, 7,6% de PIB et une croissance ces dernières années autour de 12-14%. Donc de croissance chaque année. Et donc, c'est partagé, et même l'index de l'Union internationale des télécommunications se repose sur ces 4 composantes, donc l'infrastructure et les ressources humaines compétentes, la bonne gouvernance, l'usage entreprise, citoyen, administration, et puis finalement l'impact indirect sur toute l'économie et les entreprises. Le projet Smart Tunisie a une composante importante de Tunisie numérique. Il vise, entre autres, à offrir un mécanisme favorable à la concrétisation des alliances numériques entre entreprises françaises et tunisiennes. Smart Tunisia permettra également aux entreprises qui décident de s'implanter en Tunisie dans le cadre de la colocalisation de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, y compris ceux financiers et fiscaux. Notre objectif est de faire de la Tunisie un hub de numérique le plus attractif de bassin de la Méditerranée et permettra de créer sur une période de 5 ans quelques dizaines de milliers d'emplois pour les diplômes supérieurs. Afin de garantir le succès d'un tel plan, il est indispensable d'intensifier la coopération internationale, particulièrement avec la France, pour la réalisation conjointe des grands projets en adoptant les partenariats publics-privés et la création d'alliances entre les entreprises de 2 pays. Je profite de cette rencontre pour souligner l'importance de relancer et intensifier ces partenariats entre nos 2 pays pour surmonter les difficultés actuelles avec un objectif d'efficacité économique et un esprit de solidarité entre nos 2 pays. Le processus de transition démocratique en Tunisie est en train d'avancer et de réussir afin de réaliser les objectifs de la révolution, les objectifs majeurs de la révolution durant les prochaines années et 2014 pour la Constitution et les élections. La période de grande turbulence est bien derrière nous. Ceci va permettre une vraie relance économique. Le dernier rapport sur l'investissement dans le monde en 2013, World Investment Report 2013, intitulé « Les chaînes de valeur mondiale, l'investissement et le commerce au service du développement », élaboré par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, et publié fin 2013, confirme que les investissements directs étrangers en Tunisie ont été de 2 587 millions de dinars contre 1 718 dinars en 2011, soit une augmentation de 50%, et ils ont progressé par rapport à 2010 de 7%. Sur ce sujet, il y a lieu de rappeler l'adhésion de la Tunisie en mai 2012 à la déclaration de l'OCDE sur l'investissement et les entreprises multinationales qui constitue une avancée en direction de l'alignement de la politique tunisienne et sur les standards internationaux en adoptant un cadre juridique et un réseau institutionnel à même de répondre dans les meilleures conditions aux besoins des entreprises, qu'elles soient locales ou internationales. Mesdames et messieurs, pendant ces 2 dernières années, le gouvernement tunisien a procédé à des réformes en termes de gouvernance du secteur d'éthique et des cadres réglementaires législatifs, dont les plus importants concernaient la création du Haut Conseil de la technologie numérique rattaché à la présidence du gouvernement, dont l'objectif est d'élaborer une stratégie nationale en la matière, outre la promotion de l'économie de savoir, la mise en place des projets dans le domaine des nouvelles technologies, ainsi que les mesures susceptibles d'encourager l'usage des technologies numériques. Deuxième point, la promulgation d'un nouveau cadre réglementaire
régissant les interventions du Fonds de développement du TIC. C'est un fonds de l'ordre de 170 millions de dinars par an qui assurera annuellement des crédits de l'ordre de 200 millions de dinars afin de... Excuse-moi, j'ai marqué 200. Donc, c'est entre 180 et 200 millions de dinars par an. L'élaboration, troisième point, l'élaboration d'un projet du nouveau code de l'investissement qui s'articule sur 2 axes fondamentaux, à savoir le libre accès au marché et les garanties accordées aux investisseurs. Ça a été présenté donc tout à l'heure. Troisième point, la réforme du Code de télécommunications qui a débouché sur l'octroi des garanties juridictionnelles additionnelles aux investisseurs dans le secteur des télécommunications par le biais de la reconnaissance législative que les décisions prises par l'Instance nationale des télécommunications, l'INT, hors de ses compétences juridictionnelles, sont des décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Également la réglementation des activités de l'opérateur d'un réseau virtuel de télécommunications, les VNO et les MVNO, des fournisseurs de services Internet, les ASP, et les points d'échange Internet, sachant que la Tunisie a un point d'échange Internet qui va avoir bientôt un deuxième. Et ça, c'est un donc, service très important pour optimiser le trafic, la qualité et le coût de l'Internet en Tunisie. L'assouplissement du régime d'exercice de plusieurs activités par l'adoption des systèmes de cahier des charges, en remplaçant des autorisations qui ont touché notamment la fourniture des services de contenu interactif, l'exploitation des centres d'appel en local et l'exercice des activités d'études et entreprises en télécommunications. La simplification des procédures de contrôle technique et dans l'importation. La mise en œuvre et finalement la mise en œuvre en collaboration avec les services du ministère de l'Équipement du nouveau cahier de charges exigeant le déploiement de fibres optiques dans les nouveaux bâtiments. Et beaucoup de chemin reste à faire pour que le numérique devienne la force de transformation majeure en Tunisie dans l'édification de la société de l'information et du savoir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai accéléré pour... Merci, Monsieur le Ministre. Nous arrivons pile à la fin de la batterie de notre super PC. Donc, nous sommes parfaitement dans les temps. Un petit mot pour finir. Je souhaiterais d'abord vous remercier, dire un grand merci à tous, au ministère des Technologies de l'Information et de la Communication, à l'ambassade de Tunisie en France, à la direction générale du Trésor. Monsieur Bresson a passé la matinée avec nous. Au Club Finance de la Tuge, au MEDEF, merci Eric de ton soutien, les associations Alissa, ESCO et GIE également. Je pense qu'on sent aujourd'hui les associations et les mouvements de Tunisiens converger ensemble et c'est une très très bonne nouvelle. Donc la Tunisie avance lentement mais sûrement. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que la Tunisie avance par le dialogue. Quand vous entendez ce qui se passe chez les voisins, alhamdoulilah, la Tunisie avance en bonne intelligence. Alors, bien entendu, on ne voit pas de la bonne intelligence partout, mais enfin, il faut laisser le temps au temps pour qu'il fasse le ménage. Et la Tunisie aussi, ce qui est rassurant, c'est qu'elle réunit ses compétences. Et je pense que ça, c'est un capital. Il était temps qu'on l'utilise. Les conditions météo vont donc être très bientôt favorables à un décollage politique, économique et sociale de la Tunisie. Et sur ce, moi, je vous souhaite un excellent appétit à l'étage. Il y a un petit buffet. Et pour les prochaines étapes, je pense que l'une des conclusions majeures, vous avez tous partagé cette frustration qu'on n'a pas discuté de tout, on n'a pas fini de poser et de répondre à toutes les questions. Donc le prochain rendez-vous, c'est pour traiter des partenariats publics-privés dans à peu près 2 mois. Et dans 4 mois à peu près, on reparlera des banques et probablement pendant 2 jours à Hammamet. Voilà, merci beaucoup.